Aujourd'hui, notre invité, c'est Esteban Ocon, le pilote de Formule 1. Je pense que la meilleure école, c'est quand même le karting. J'ai commencé quand j'avais 4 ans et demi. Ça aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour ma famille, d'avoir pris autant de risques. Même le proviseur de l'école à l'époque, c'est comme le tennis, un revers et tout s'arrête. Il m'avait dit, monsieur le proviseur, merci de m'avoir ruiné mes rêves, mais j'y ai réussi. Tu étais face à Verstappen. Il est passé en fait en F1 alors que tu étais mieux classé en karting. Ouais. Il est 3e au classement en F1 en ce moment. C'est très dur pour moi de me dire que j'avais gagné le championnat, que j'allais pas en F1, qu'il fallait que je prouve encore. Lui avait vraiment une façon de piloter qui était très agressive, dans les limites de ce qui était possible. J'ai pris 42 G pour les gens qui veulent voir ce crash et j'ai tapé un mur de béton en fait. Je me tape les deux genoux, je peux presque plus marcher. J'urinais rouge aussi et je m'écroule en fait sous la douche. La McLaren, c'est la voiture qui va le plus vite. La Red Bull, elle est dans le top 3. Bon, on peut pas rivaliser maintenant par exemple avec une Haas ou avec une Alpine. Mais c'est dur parce que moi ce que je veux c'est gagner. Tu veux être champion du monde, tu veux être numéro 1. Ouais, je pense qu'à ça. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité, c'est Esteban Ocon, le pilote de Formule 1 français, qui va nous raconter son parcours, sa carrière, comment il a réussi dans ce milieu, alors que la plupart sont de familles aisées, comment il a pu commencer le karting à l'âge de 4 ans et demi avec le sacrifice total de ses parents qui ont vendu leur garage automobile avec leur maison qui était à côté pour s'acheter une caravane. À partir donc de 4 ans et demi, il a commencé, il va nous raconter son parcours, son succès, comment il a été pris, comment il a été choisi, les succès, les échecs, les périodes d'incertitude aussi quand il n'arrive pas à gagner des grands prix, jusqu'au moment où il arrive à gagner et à changer d'écurie. Il va nous raconter tout son parcours avec les rivalités aussi qu'il y a eu, notamment sur la série qu'il y a eu sur Netflix. En tout cas, juste avant de commencer, je voulais remercier notre sponsor, c'est Winamax, le site de paris sportifs en ligne et de poker en ligne d'ailleurs. Si vous avez plus de 18 ans, vous pouvez parier sur différents sports, comme la NBA par exemple pour le basket, le top 14 pour le tennis, même la Ligue des Champions par exemple pour le foot, et aussi sur la Formule 1. Vous pouvez parier sur plusieurs choses avec la Formule 1, par exemple sur le pilote gagnant, l'écurie gagnante ou plein d'autres choses. Il faut être majeur pour jouer, et quand vous allez créer votre compte, vous pouvez jouer aussi au poker en ligne. Vous pouvez jouer d'abord avec de l'argent fictif avant de commencer vraiment à mettre du vrai argent pour jouer contre des joueurs en ligne. Quand vous allez vous inscrire, vous pouvez mettre un premier dépôt jusqu'à 100 € avec le code qui s'affiche là, Légende, LEGEND 10. Vous allez avoir 10 € supplémentaires. En plus, si vous perdez votre premier pari, Winamax vous le remboursera jusqu'à 100 €. Alors, les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs, ne permet pas de s'enrichir et n'est pas une alternative au travail. En tout cas, c'est parti maintenant avec Esteban Ocon, le pilote de Formule 1 sur Légende. On y va. Salut à tous, c'est Esteban Ocon. On est sur Légende. On va pouvoir vous parler un petit peu de F1, mais pas que. C'est parti. Et ben voilà, je vais te reprendre le clap. Vas-y. Bienvenue à toi, content de te recevoir. Merci beaucoup, merci à toi de me recevoir, Guillaume. Ça fait un moment. On s'est croisés il y a quelques années. Ouais. Tu étais venu visiter les bureaux à l'époque, je faisais de la radio, donc il y a très très longtemps. Et je suis très content de ton évolution et de voir tout ce qui se passe pour toi, ça fait plaisir. Merci beaucoup, je suis super heureux d'être là et super content aussi pour toi. C'est magnifique un peu, regarde le beau studio et On tout. rencontre des gens super, tu vois, qui ont des parcours hors normes, et c'est vraiment, vraiment génial. Merci beaucoup. Très beau blouson de Esteban. Si vous nous écoutez en podcast audio, très beau blouson en cuir que tu as Merci. à l'image. T'as bonne mine, ça fait plaisir à voir ce que je t'ai dit quand je suis arrivé en bas. Comment ça va en ce moment ? Ça va bien. Écoute, on est en pleine saison là, donc on est entre deux grands prix. Mais tout se passe bien. Je suis dans une belle équipe qui est bienveillante, voilà, où on arrive à pousser vraiment avec de bonnes valeurs, tous ensemble. Voilà, je suis très content d'où je suis et il faut qu'on ait une voiture un petit peu plus performante, bien sûr, pour performer un peu mieux encore. Parce que, alors, je sais qu'on avait reçu Fabio Quartararo à l'époque, on avait parlé de MotoGP. Le but de l'émission, c'est de refaire le parcours de l'invité avec ses choix. Tu sais pourquoi il a fait tel choix, ses erreurs, ses échecs, ses succès, au bon moment. Toi, tu as une vie un peu particulière. C'est que je sais que moi, j'ai pas une énorme connaissance de la F1, mais donc on va essayer de parler pour tout le monde, même ceux qui n'y connaissent rien, tu vois. Toi, tu viens d'une famille où ils t'ont mis très très tôt au karting et tes parents ont fait un énorme sacrifice assez intéressant à comprendre, on ne se rend pas compte. On va réexpliquer, mais ils ont fait beaucoup de sacrifices pour que tu puisses faire du karting. C'est un sport qui coûte extrêmement cher, bien sûr. Qui n'est pas à la portée de tout le monde, et tes parents n'avaient pas beaucoup d'argent et t'ont permis de le faire. Ils ont vraiment tout misé. Un peu comme, il y en a qui comparent à Kylian Mbappé, j'ai vu sur Internet, en disant l'effet un peu Kylian, tu vois, ils ont tout mis, le projet Kylian Mbappé, c'était un peu comme ça aussi pour toi. On reparlera, si tu veux bien, il y a une série documentaire sur Netflix, Formula One, où on te voit à l'intérieur avec tous les pilotes, et tu nous diras de l'intérieur comment c'était aussi, bien sûr. Bien, pour comprendre un peu comment... Parce que vous êtes que 20 pilotes au monde, pour ceux qui ne savent pas et qui ne connaissent pas trop la F1, il n'y a que 20 pilotes en tout. Il y a 3 Français et un monégasque, Charles Leclerc. Mais donc les places sont hyper chères. Est-ce que c'est vraiment il y a une énorme concurrence ? C'est vraiment très dur d'avoir sa place en F1 ? C'est très dur d'avoir sa place en F1.
Il faut tout avoir au bon moment, en fait. Les bonnes personnes avec qui on a pu travailler. Il faut avoir gagné les bons championnats au bon moment. Mais il ne faut pas seulement être bon aussi. Il faut avoir un tout. Maintenant, c'est pas juste arriver et avoir son bagage de talent et monter dans la voiture, non. C'est clair qu'il n'y a que 20 pilotes. Il y en a des centaines qui auraient peut-être le talent de monter dans une F1, mais qui n'ont pas eu la chance. Donc je m'estime aussi un des chanceux, voilà, de pouvoir faire ce job, de pouvoir en vivre aussi. Voilà, ça a été mon rêve depuis tout petit et maintenant je suis ici. Donc c'est pour ça que tu me dis que j'ai la bonne mine, c'est parce que je me sens bien. Ouais, et puis tu sais à quel point c'est dur d'y arriver. T'as bossé t'as découvert le karting à 4 ans, on va refaire ta vie après, mais à 12 ans, tes parents vendent leur maison et quittent leur métier pour financer ta carrière. Je trouve ça incroyable. T'as vécu plusieurs années dans une caravane. Ouais. C'est quand même pas tout le monde qui a vécu ça. Plus jeune pilote français de l'histoire à avoir participé à une course de F1. Je crois que t'es arrivé à 19 ans, c'est ça à peu près. C'est ça, ouais. En 2021, tu vas battre Lewis Hamilton, tu vas décrocher ton premier Grand Prix en Hongrie. Mais alors, pour repartir sur le truc, comment ça commence? 4 ans, tes parents, je crois que ton papa avait un garage, c'est ça? C'est ça, ouais. Ta maman bossait avec lui? Ouais, exactement. Donc ils bossent tous les deux? Donc ils étaient à leur compte, tout simplement. Donc mon papa était marchand, voilà, de voitures, mais pas un simple marchand, voilà, qui achète et revend des voitures. Lui est mécanicien de base. Donc voilà, quand il y a une voiture qui doit être réparée, lui le faisait aussi, les entretiens pour les personnes, tout ça. Mais ça part même d'avant, c'est-à-dire que c'est lui qui a construit notre maison avec l'atelier, en fait, en bas. Et au-dessus, on habitait, en fait, alors que lui travaillait en dessous. Donc ma maman travaillait avec lui, justement, pour gérer toute la partie logistique, les papiers, etc. Mais bien sûr, il y a une passion, en fait, qui est née de là-dedans. C'est-à-dire, quand je partais à l'école le matin, je voyais une voiture qui était toute démontée, je revenais le soir, la voiture avait pris vie. Et ça, pour moi, c'était un truc de dingue. C'est que l'objet avait pris vie avec sueur, avec, bien sûr, motivation de mon père d'avoir réparé cette voiture. Et ça m'a donné l'envie déjà de comprendre un petit peu les moteurs, de monter tout de suite dedans, d'entendre les vrombissements, l'odeur des pneus, l'odeur voilà, des moteurs. Et ça m'a toujours plu, ouais, depuis tout jeune. Si on commence pas hyper jeune, franchement, on a l'impression que si on commence pas très jeune, le karting, on peut pas avoir un très gros niveau. Il y a des sports un peu comme ça, à quelques exceptions près. On a reçu Cyril Gane qui a commencé, je crois, à 24 ans les sports de combat. C'est quand même tard par rapport à d'autres et pour devenir champion de MMA après, etc. Est-ce qu'on peut commencer tard le karting et arriver pilote F1 en commençant tard, ou il y a quand même peu de mecs qui commencent tard là-dedans? Il y en a qui commencent plus tard, en fait. Il y a des pilotes qui, et de plus en plus, qui n'arrivent pas forcément en karting dès le début, qui commencent en monoplace ou qui font du sim racing et qu'après qui commencent dans des catégories en auto et qui deviennent professionnels. Ça peut arriver. De plus en plus, il y a des meilleurs outils maintenant pour se préparer. Je pense que la meilleure école, c'est quand même le karting. Pour ma part, bien sûr, j'ai commencé quand j'avais 4 ans et demi. Tout jeune. 4 ans et demi, c'est... Ouais, sur une toute petite piste. Je me rappelle encore comme si c'était hier. En fait, on était sur un complexe de paintball, jet ski, karting. Et des trucs multisports. Ouais, c'est ça. Avec des amis. Et puis, je vois ce petit baby kart et je monte dedans. Et en fait, le monsieur m'a laissé après faire un tour. Et pendant 15 minutes, impossible pour eux de m'arrêter. Tu vois, je l'ai contourné comme des cônes. C'était... je voulais plus m'arrêter. Et puis après, forcément, je voulais continuer. Je voulais pouvoir en faire plus, quoi. Quand on y a goûté. T'es comme un gamin qui aime un jouet, quoi. C'est ça, exactement. Et puis j'ai eu la chance d'avoir ce petit kart comme une tondeuse que mon papa m'avait trouvé d'occasion quelque part. Il me l'avait remonté et puis j'en faisais sur la pelouse devant chez moi et ça a commencé. Parce que normalement, 4 ans et demi, moi j'ai un fils de 4 ans et demi, donc je vois à peu près ce que ça fait. Ouais. C'est bébé quand même encore. Ouais. Enfin, c'est un grand bébé. Je pense que j'avais encore les roues, pour faire du vélo là. Sur les côtés, ouais. Mais je faisais déjà du kart et de la moto. Je savais faire un peu de moto aussi. Et normalement, c'est limité à 4-5 km/h max. Tu sais, les petits trucs pour les enfants là. Ouais. Les petits trucs électriques, les petites voitures, bien etc. Sûr, mais c'est pas aussi rapide que ça. Un petit kart déjà à l'époque comme ça montait au moins à 45-50 déjà. Putain, tu vois, je sais pas si je laisserais mon fils, 45-50. Non, c'est chaud. C'est chaud. Mais ouais, en fait, ça forge parce que tu vois, c'est un souvenir. J'étais tout jeune, mais je me rappelle encore. Donc ça m'a marqué à vie et ça m'a forgé maintenant. Et j'ai toujours la même passion que j'avais depuis tout petit, quoi. Et tu fais du kart dans l'herbe, c'est comme ça que tu vas apprendre à piloter au début? Au tout début, ouais. C'est comme ça que ça a commencé. Sur la cour devant chez moi.
on va pas le dire, mais un peu sur la route aussi, ce qui n'était pas bien, forcément, à pas reproduire. Tout le monde a fait dans sa rue. Voilà, ce qui est très, très, très mauvais. Tous les parents, je pense, ont laissé conduire leurs enfants vraiment dans un champ ou sur une petite rue fermée. Voilà. Ouais, mais mon père, en fait, là où il a été très lucide, c'est qu'il s'est dit, c'est plus possible. Je vois ce qu'il est en train de faire, etc. On va essayer de structurer tout ça. Et en fait, on est arrivé dans un système où il n'y avait pas forcément de compétition pour les jeunes. Donc c'était des démonstrations en fait au tout début. En 2003, ça n'existait pas vraiment les compétitions pour les jeunes. Et donc on a fait une année comme ça sur les parkings de supermarchés. C'était des démonstrations qu'on faisait ou des petites courses, mais il n'y avait pas vraiment de catégorie. Et après on est arrivé plus tard au moment où il y avait vraiment des championnats régionaux, des coupes de France. Et là, c'est ce moment-là que j'ai rencontré Charles Leclerc, Pierre Gasly, tous ces pilotes-là. Ils étaient déjà aussi en karting. Ouais, ils sont. Charles, je m'en rappelle encore, même Pierre, en 2005, par exemple, c'est ma deuxième année de compétition. On est tous les deux avec Charles, premier et deuxième à Manicourt, on se touche. Et c'est Antoine Hubert qui gagne la course parce qu'il était troisième derrière nous. Donc on était tous là, à l'époque déjà, même en 2005. Les pilotes, c'est un microcosme, en fait, il y en a très peu finalement, non? Enfin, à un certain niveau. Il y en a beaucoup. Après, c'est que nous, on était déjà dans ces avant-postes-là, donc on s'est toujours côtoyés, on a monté les échelons ensemble. Il y en a qui ont commencé le kart, qu'on a vu, mais qui sont partis, qui ont arrêté. J'en ai vu beaucoup de pilotes très talentueux, mais qu'il y en a très peu qui arrivent jusqu'en haut, en fait. Et c'est triste, parce qu'il y en avait qui avaient clairement le potentiel pour faire des trucs beaux. On te voit en photo, là, à l'image, avec tes parents dans un jouet. Est-ce que tes parents, ils avaient déjà cet objectif-là, ou ça s'est fait, en fait, naturellement? Ils ont vu que tu kiffais le karting, ou est-ce que c'était un rêve de ton père de faire de la F1, et il avait depuis tout petit, il s'est dit, tiens, j'ai pas pu le faire parce que j'avais pas assez d'argent, je vais tout donner pour mon fils? Alors, pas du tout. Pas du tout. Ça, mon père m'a jamais poussé, ma mère non plus, m'a jamais poussé pour ça. C'était moi qui réclamais tout le temps, et c'est une discussion que j'ai encore eue avec eux il y a pas longtemps. Comment j'étais plus jeune, je me rappelle pas de tout, forcément. Il m'a dit non, tu demandais à rouler tout le temps, en fait. Tout ce que tu pensais, c'était rentrer de l'école, démarrer le kart, ou jouer à la PlayStation, jouer sur Gran Turismo. Ah, tu faisais que ça, même sur la console? En fait, c'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais. Je voulais être en compétition, je voulais rouler, je voulais me sentir libre, en fait, dans ce baquet et me sentir qu'un avec la machine. C'était vraiment ça qui me plaisait. Et mon père, en fait, j'ai même eu une conversation qui m'a beaucoup ému avec lui il y a pas très longtemps. Et lui était à venir professionnel, en fait, en vélo. Il faisait du vélo de route, il était champion de France d'école de cyclisme. Et il n'a pas réussi à aller où est-ce qu'il voulait aller. Il n'avait pas le bon entourage, pas les bons coachs, pas le bon équipement. Et en fait, quand il a 16-17 ans, il se pose sur son lit et puis il se dit si un jour j'ai un fils et qu'il veut faire du sport, je ferai tout, je mettrai tout en place, même si je dois sacrifier complètement ma vie pour que lui y arrive. Parce que ça lui a clairement fait mal de ne pas réussir à vivre son rêve, en fait. Il n'a pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui l'a poussé autant que lui a réussi à m'amener dans les meilleures conditions. Donc ouais, ça m'a beaucoup ému, cette conversation. Tu as des discussions avec tes parents, justement, pour comprendre qui t'étais petit, pour même comment eux se sont rencontrés? Tu sais, il y a des moments où tu commences à poser des questions à tes parents pour bien comprendre. Oui. En fait, mon père en parle beaucoup aux amis qu'il y a autour et je veux pas trop en entendre. C'est sûr qu'on est toujours très très proches avec ma famille depuis toujours, et c'est grâce à eux que j'en suis là. Depuis toujours, ils ont tout donné, et même plus. Ils ont fait le travail d'une quinzaine de personnes alors qu'ils étaient que 2. Mais oui, ils m'ont dit que ça en valait la peine, que je faisais ce qu'il fallait, j'avais le talent, ils ont vu quelque chose. Certes, c'était des risques, ça aurait pu être... ça pour rien, entre guillemets. Ça aurait pu être un aller sans retour, tout simplement. Ça aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour ma famille, d'avoir pris autant de risques, mais ils ont voulu le prendre parce qu'ils pensaient que ça valait la peine et que j'aurais une vie meilleure que celle que lui a eue. Voilà. Ça, c'était les mots de mon père. Donc, c'est quoi le meilleur conseil qu'il t'ait donné? Parce que j'ai l'impression que c'est hyper important dans ta vie. Ouais, bien sûr. Il t'a donné un conseil un jour Le meilleur conseil qu'il m'a donné, c'est les années les plus importantes de ta vie, c'est maintenant. Et ça, c'était de mes 10 à mes 18 ans. Il m'a dit, après, c'est trop tard. Il avait raison, parce que c'est quand on se construit en tant que personne, quand on grandit jusqu'à ses 18 ans et qu'on se forge le chemin. On choisit un chemin, ouais. On est sur la bonne route, en fait, après.
Et c'est un beau jeu de mots, mais c'était la vérité. Putain, c'est fou. Tu vas faire tes premières courses, première victoire en 2004. C'est là que tu vas commencer à voir que t'es bon, que t'as un peu, que t'es fort quand tu pilotes, que t'es fait pour ça. Tes parents vont le voir. Comment ça se passe là? Ouais, alors c'était la première année vraiment de compétition. Ça n'existait pas avant, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'était des démonstrations avant. Donc on faisait le championnat régional d'Île-de-France, pas de Normandie. Pourquoi pas de Normandie? Toi, t'es de Normandie, de base. Bien sûr, moi je suis d'Évreux à la base. Parce qu'il y avait moins de pilotes et mon père pensait que du coup il y avait moins de niveau en fait. C'était moins relevé le niveau, donc il voulait que je me prépare au mieux possible. Donc on a commencé comme ça sur ces championnats régionaux là. J'ai été champion de l'Île-de-France, je crois que j'ai gagné quasiment toutes les courses de ce championnat régional. Et ensuite on se rejoignait tous sur cette Coupe de France après. Donc les meilleurs du Nord avec les meilleurs du Sud et on était tous ensemble après en haut. Il y a des photos de toi avec ton père, on te voit pousser le kart et tout. C'est lui qui le bricolait, le karting à l'époque. C'est des photos, vous voyez à l'image si vous regardez la vidéo, mais c'est lui qui bricolait, qui était le mécanicien. Là, c'est plus du bricolage à ce niveau, c'était de la précision en fait. Vraiment, mon père, je le dis pas parce que c'est mon père, je le dis parce que j'ai rencontré beaucoup de mécaniciens et je travaille avec les meilleurs mécaniciens maintenant, même en Formule 1. C'est quelqu'un qui pourrait intégrer la Formule 1 sans problème. Ah bon? Ouais, ça pourrait être quelqu'un qui, en 2 semaines, saurait exactement ce qu'il faut faire en F1 et aurait pas de problème. Il a ce talent-là, en fait, vraiment, il a des mains en or, tout simplement. Et jamais j'ai eu un problème de fiabilité sur le kart, par exemple. Et même à l'époque, en fait, il a créé des choses de sécurité sur le kart pour pas perdre certaines pièces. Par exemple, en kart, à l'époque, tout le monde prenait les vibreurs, c'est les trottoirs qu'il y a sur les intérieurs. Ouais, qui mettent des petits à-coups, là. Pour couper la piste. Mais tout le monde perdait la chaîne, parce que du coup, quand on ratterrit, la chaîne saute. Et ça a été le premier qui a fait une double couronne sur les côtés, pour pas que la chaîne, du coup, saute et qu'elle soit toujours guidée. Tu peux pas dérailler, quoi. Exactement, tu peux pas dérailler. Et ça, c'est des choses que les écuries de karting ont maintenant repris et qui vendent. Si on avait su à l'époque, peut-être que mon père aurait déposé le brevet, mais ça, pour lui, c'était pas important. Pour lui, ce qu'il voulait, c'était que je perde pas la chaîne. Et oui, il a toujours eu des idées comme ça. Il sortait du lot, clairement, sur tout ce qui était mécanique, quoi. Et il récupérait alors ça c'est fou, il récupérait des pièces dans les poubelles pour équiper ton karting. C'est-à-dire qu'en fait, c'était vraiment un bricoleur, mais de haut vol, en fait. En fait, ce que lui disait, c'était que c'est pas grave si on n'était pas les plus rapides à l'entraînement, donc les pneus, etc., on les récupérait à la poubelle, où il y a certains qui avaient des couronnes toutes neuves avec des chaînes qui étaient en très bon état encore, on les récupérait, on les mettait sur le kart pendant l'entraînement. Une fois arrivés à la compétition, on avait tous, entre guillemets, le même matériel, parce qu'on avait tous les mêmes trains de pneus qui étaient achetés avant le week-end. Donc j'avais toujours des pneus usés en essai, donc j'étais jamais le plus rapide. Et une fois qu'on arrivait à la qualification, on mettait les pneus qu'il fallait. T'économisais quoi? Au bon endroit. Au bon endroit, au bon moment, exactement. Et travailler aussi dans la difficulté. Pas besoin de travailler avec le matériel qui va le plus vite. Essayer de bosser plus dur, gagner du temps, alors que c'est plus compliqué, avec un matériel qui est plus difficile à l'entraînement. Et après, on arrive en course, c'était bien. Pour ceux qui ont des enfants et qui se disent, tiens, si un jour je le coach ou je l'emmène, etc., quand tu vois des coachs je crois, de Laure Manodou à l'époque, elle disait que j'avais des coachs Philippe Lucas qui étaient très durs. Will Smith, quand il rejoue d'ailleurs très bien le coach des sœurs Williams, enfin le père et le coach d'ailleurs, les deux, c'est le principe, il les jouait un peu très durs. Très, très ferme, parce qu'on ne peut pas être mou si on veut être numéro 1 dans un sport. Est-ce que c'était le cas, toi? Est-ce qu'il était quand même... tu vois, il te laissait pas t'abattre, quand même, quand tu étais crevé le lendemain, ça partait au tournoi, ou est-ce qu'il était doux, quand même? C'était comment? C'était le bon compromis. Il était... c'était quand même dur, parce qu'on y allait, on ne pouvait pas, en fait, arriver sur une course et la perdre. C'était pas possible, c'était pas une option. Il fallait qu'on gagne, il fallait qu'on soit repéré pour qu'il y ait des gens qui financent après ma carrière, parce que ça allait vite s'arrêter, en fait. Parce qu'on a réussi jusqu'au niveau national, mais après, ça allait tout de suite s'arrêter. Donc, il a su me préserver dans certains moments, où, par exemple... je faisais 25 ou 30 kilos, mais il fallait que je soulève le karting pour le mettre sur le chariot qu'on a vu tout à l'heure. Par exemple, quand je suis dans le karting et que lui le pousse, c'est pas parce que il pousse le karting, les autres pilotes le poussaient avec eux,
Mais c'est que moi, il voulait m'économiser avant la course pour que j'ai plus d'énergie pendant la course. Pas que je m'abîme le dos. Donc c'était bien. Ouais. Il avait fait un chariot différent avec des vérins. Et après, il en a même eu un électrique qu'il a fait avec une télécommande différente pour pouvoir soulever le karting en fait automatiquement, alors que tous les pilotes étaient là à soulever le karting, à se faire mal au dos. Et il a toujours pensé en avant, et pas se fatiguer pour rien. En fait, il fallait qu'il y ait quelque chose de... S'il y avait quelque chose de dur, il fallait que ça serve à quelque chose. Tu as connu toute ta jeunesse quand même, tu as vécu sans avoir beaucoup d'argent. C'est important parce que la plupart des pilotes de F1 viennent de familles avec beaucoup d'argent. C'est un sport, je ne savais pas vraiment, mais je crois que c'est Lewis Hamilton d'ailleurs qui disait c'est un endroit où il y a beaucoup de fils de milliardaires. La F1, je crois qu'il avait dit ça à l'époque. Donc toi, tu as connu quand même le fait de ne pas avoir d'argent au début. Oui, alors je n'ai jamais manqué de rien, hein, tu sais, Guillaume, même quand on habitait dans la caravane. Voilà, j'avais toujours à manger dans l'assiette. On avait toujours la bonne température. Voilà, pas trop chaud, pas trop froid. J'avais toujours mon sirop de fraise quand je le voulais le soir. Voilà, il n'y avait pas de soucis de ce côté-là. C'est sûr que j'ai eu un parcours qui est plus difficile que certains pilotes. Mais tu sais, peu importe d'où on vient, quand on met le casque, la difficulté, on l'a dans n'importe quel milieu. Si on est très riche, on sera toujours jugé « Ah, il est très riche, c'est facile ». S'il n'a pas d'argent, oh le pauvre, mais voilà, et il faut quand même qu'il y arrive pour la suite. Quand on a le casque, on est tout seul, en fait. Il n'y a plus personne autour, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de d'où tu viens, de quel pays tu viens. On est tous à se battre les uns les autres et il faut que le talent prime. Mais c'est sûr que on avait faim parce qu'on n'avait pas le choix. Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai retrouvé beaucoup dans ma carrière, c'est que je me suis jamais laissé faire. Je me suis toujours battu pour avoir ce que j'ai eu parce que je suis né comme ça, parce que j'ai été élevé comme ça, qu'il fallait se battre, qu'il fallait réfléchir au bon moment pour y arriver et que quand on arrive à une course, on n'est pas là pour participer, quoi. Il faut revenir avec la coupe, pas le choix. À 12 ans, ils vont vendre le garage et la maison, tes parents, donc vraiment ils vont se dire on y va en all-in. C'est vraiment le cas, quoi. Ils vendent leur source de revenus, quoi. Ouais. Garage, c'est fou. Ça, c'est fou. C'est pas juste la maison, c'est la maison et le garage. Ils vont acheter une caravane, du coup, et ils vont tout miser sur toi. Enfin, ils vont te permettre de réaliser tes rêves. C'est ça. Donc, ils étaient d'accord, les deux, ou c'est plus ton père qui voulait ça, ou plus ta mère Ça a été des grosses discussions. Il faudrait que tu leur demandes, mais non, au final, les deux étaient d'accord. Je pense que ma mère a eu pas mal de difficultés au début à se dire on est parti comme ça, il va falloir aussi qu'ils suivent un cursus scolaire différent de la normalité, parce qu'il a fallu que je suive au CNED, il a fallu que je suive le CNED. C'est tes parents qui t'ont fait les cours? Oui, c'est ma mère. Elle arrivait à avoir un prof de temps en temps qui venait à certains endroits où j'étais, d'anglais et de mathématiques la plupart du temps, parce qu'elle voulait quand même que je suive la plupart des cours, mais elle me faisait les cours en même temps. Et quand on était en Italie ou en Espagne ou en Angleterre, il y a eu un moment où il n'y avait plus de boîte aux lettres à côté de l'autoroute pour envoyer les cours. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet vraiment développé comme ça, donc ils envoyaient par la poste les cours. Exactement, on envoyait par la poste les fiches. Ouais. Et j'ai l'impression d'être vieux quand je dis ça. T'inquiète, on est toujours le vieux de quelqu'un et le jeune de quelqu'un. C'est un principe de base. J'ai que 28 ans, mais oui, c'est vrai que ça fait un moment. Le monde évolue très vite. Ouais, c'est clair. Tu verras, c'est clair. Tu verras, vraiment phrase de connard. mais donc, du coup, non, ça a été un choc pour ma mère de se dire il va falloir faire tout à 100%, c'est-à-dire, est-ce qu'on fait 50% les cours, 50% la compétition, ou est-ce qu'on fait 100% la compétition et 0% les cours, ou l'inverse? Donc mon père, pour lui, c'était vite vu parce qu'avec les résultats qu'on faisait, etc. Et pour moi, forcément, ce que je voulais, c'était continuer le sport auto. J'incite aucun jeune à faire ce qu'on a fait parce que les cours, c'est très important. Il faut suivre à l'école. On ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait. Mais le plan B, c'était de retourner en cours plus tard si ça n'avait pas fonctionné. C'est-à-dire que si tu es dans la caravane avec tes parents, tu bouges à droite, à gauche, tu n'as pas de copains vraiment d'école. Non. C'est-à-dire que tu es très solitaire pendant... Enfin, t'es avec tes parents, mais avec des gens de ton âge, t'as pas de copains de ton âge avec qui tu vas jouer à la récré, avec qui tu vas être au collège après. Non, tu sais, le dimanche soir, en fait, quand je rentrais des courses, en fait, j'entendais la sonnette du collège le matin. Quand les cours sonnaient à 8h30 ou 9h, je dormais devant le collège. Il y a eu des périodes où t'allais au collège quand même? Ouais, j'allais au collège de ma 6e
la moitié de la 4e, et après on a fait du coup la 3e avec le CNED. Mais je rentrais du coup de l'école, je rentrais par contre de la course le dimanche soir, le matin je me réveillais, je sortais de la caravane, j'étais devant l'école. Putain. Ça c'était dingue. Et Pourquoi donc, vous dormiez sur le parking de l'école? Bah ouais, parce qu'on rentrait, c'était plus simple, on n'avait pas forcément d'endroit où se poser exactement. Donc on dormait chez mon cousin la plupart du temps, on mettait la caravane là-bas. Mais vu qu'il était déjà très tard, bah on gagnait du temps à se poser devant le collège et après, voilà, j'allais en cours directement. Donc non, j'avais pas beaucoup d'amis. J'avais beaucoup de gens qui me disaient ah oui, t'es un gitan, qu'est-ce que tu fais ici? Et moi, j'ai un grand respect pour la communauté des gens du voyage, d'ailleurs, qui nous avaient vendu la caravane à l'époque. Ah, c'est vrai? Bah oui. Donc. Enfin bref, il te faisait chier parce que tu ouais, voilà, c'est ça. Il se moquait de toi. Ouais, il se moquait de moi. Et puis. C'était pas facile, forcément. Et puis en plus, je loupais pas mal quand même de cours, parce que le vendredi, on devait aller aux essais libres, etc. Et même le proviseur de l'école à l'époque, il me dit il faut que vous arrêtiez de faire ça. Honnêtement, vous irez nulle part. C'est un sport de riches. Ça sert à rien que vous fassiez ça. C'est comme le tennis, un revers et tout s'arrête, il m'avait dit. Bah, monsieur le proviseur, merci de m'avoir ruiné mes rêves, mais j'y ai réussi. Donc voilà. Il y a plus de gens qui vont te dire que c'est pas possible que possible, de toute façon, dans la vie. C'est sûr, mais c'est triste quand même, un enfant de 10-11 ans, de lui dire que c'était pas possible de réaliser son rêve, c'est triste. Tu veux des enfants un jour? Bien sûr. Parce qu'après... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je suis pas sûr. Non, parce que toi, tu as des moyens. Aujourd'hui, c'est plus la même chose que ce qu'ont connu tes parents, mais est-ce que tu leur laisseras faire ce qu'ils veulent et tu les accompagneras, même si ça te plaît pas, entre guillemets? Même si c'est un métier, parce que ton père aurait pu ne pas être fan de F1. Oui. Tu vois, et tu aurais pu choisir le tennis, tu n'importe quoi. Oui. Il t'aurait peut-être accompagné autant dans le tennis que dans la F1. Oui, c'est clair. Parce qu'il avait cette envie de t'aider à... C'était pas forcément l'automobile. Voilà, mais... C'était pas forcément toi. Ouais. Je veux des enfants, oui, c'est sûr. Est-ce que plus tard, si mon enfant me dit je veux faire du karting, je l'emmènerai? Si lui le veut, bien sûr. Après, voilà, de refaire une autre vie dans le sport auto avec tout ce que j'ai connu maintenant, je suis pas sûr que c'est ce que moi je veux, mais si lui le veut. Tu leur dirais quoi à tes enfants s'ils voulaient se lancer dans la F1? Tu leur dirais, putain, ça va être... Vous vous rendez pas compte à quel point c'est fatigant? Non, mais au contraire... S'ils veulent, il faut mettre l'intensité, il faut avoir la motivation, il faut avoir la faim. Je pense qu'ils auront le meilleur grand-père pour leur montrer, de toute façon. Ouais. Aujourd'hui, tu es 13e du classement, tu as 28 ans, et tu as eu une rivalité à l'époque quand tu étais gamin avec Pierre Gasly. Vous tiriez déjà à l'époque... c'était un vrai rival pour toi, c'est fou, vous êtes suivis autant de temps depuis le début. Et vous étiez amis à l'époque, ou quand on est comme ça, petit, est-ce qu'on est potes, est-ce qu'on se connaît juste du circuit? Comment ça se passe? On était... l'ambiance. Très grands amis, peut-être les meilleurs amis quand on était plus jeunes, tous les deux. On a grandi ensemble sur toutes les pistes de karting, mais même en dehors. On allait en vacances chez Charles à l'époque. Moi et lui, on était les trois gamins. On allait du coup à la Turbie où ils habitaient à l'époque. On a fait beaucoup de choses ensemble, oui. Et puis Pierre faisait du foot au début. Et mon père lui a dit arrête le foot, monte dans le kart, essaye. Pour voir. Et Pierre avait tout de suite un talent, bien sûr. Et du coup, on a fait la compétition ensemble, du coup. Et Pierre, il a un grand talent, bien sûr. On le connaît tous, son talent. On a gravi les échelons ensemble, pour la plupart. Et puis après, on s'est un peu plus perdu de vue. Mais on a tous les deux un grand respect. On a vécu des choses, tous les deux, qui sont quand même incroyables. On était coéquipiers chez un grand manufacturier, pendant plusieurs années. On a fait ce podium ensemble au Brésil l'an dernier, qui était un moment quand même incroyable. On va pas se mentir, je pense qu'on était tous les deux très émus. Parce que d'où on vient, il n'y a pas grand monde en Normandie qui pensait qu'on allait y arriver. Et on a réussi tous les deux. Je sais que j'avais noté, dans une manche qualificative en kart, tu vas à un moment donné couper la piste à travers le gazon pour rattraper Gasly. T'étais un peu je suis pas sûr c'était quand, ça. Quand vous étiez en kart petit, non? Je suis pas sûr, mais c'est sûr que... J'ai trouvé ça sur Internet, je te demanderais. Pour se battre à l'époque, on en a fait des sacrés, ouais. C'est clair que c'était serré beaucoup de fois. Et il n'y avait pas de caméra et pas de... pas de steward comme on peut avoir maintenant, de commissaire de piste pareil, qui regardait exactement les mêmes choses. Et c'est dommage d'ailleurs que ça n'a pas été télévisé autant, parce qu'il y avait des belles batailles, c'est clair. Et
parfois ça franchissait la limite de ce qui devait se passer. Mais c'est ce que moi j'aime. J'aime me battre avec les vraies règles. Non, il faut y aller. Voilà, c'est la guerre. Quand on est sur la piste, c'est tout simplement c'est ça. Et il y a des pilotes qui sont plus agressifs que moi encore. Mais voilà, il faut mériter sa place à la fin. Et puis ça a toujours été comme ça, voilà, que j'ai été élevé et poussé. Tu l'as vu le film F1 avec Brad Pitt, ouais, dedans. Sûr, on te voit. C'était tourné vraiment dans les conditions. Sur les Grands Prix, c'est ça? Je crois qu'ils sont tournés pendant 2 ans, si je dis pas de bêtises. Sur 2 ans, 2023-2024. Et c'est un film avec Brad Pitt qui est sorti, qui a été un énorme carton aussi. D'ailleurs, on te voit à plein de reprises d'ailleurs dedans. Parfois, on voit une rivalité entre les deux, entre les pilotes qu'on n'imagine pas en fait à l'extérieur quand tu connais pas du tout la F1. Toi, tu as été d'ailleurs avec Pierre Gasly dans la même écurie. Tu étais chez Alpine, c'est ça? Vous étiez en même temps. Ça, est-ce qu'il y a de la rivalité quand on est avec son collègue, quand même? Dans la vraie vie, est-ce que c'est ça? Bien sûr, il y a de la rivalité, mais en fait, c'est là où c'est très compliqué, la F1. C'est-à-dire que on est dans la même équipe, on est coéquipiers, mais voilà, il y a un championnat constructeur, donc pour l'équipe, il faut faire au mieux pour l'équipe, parce que ça fait beaucoup de revenus, on travaille pour 1000 personnes, même plus de 1000 personnes, donc on est le produit final, en fait, de tout ce travail pour être en piste, pour performer. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur nous. Mais il y a aussi notre championnat individuel, pilote, qui compte énormément, bien sûr. Donc, tout ça fait que c'est pas... c'est un sport d'équipe, bien sûr, et sans toutes les personnes avec qui on travaille, on va nulle part. Mais il y a aussi ce classement individuel qui est hyper important. Donc oui, le premier pilote avec qui tu te compares, qui a la même voiture, c'est forcément ton coéquipier. Ça, c'est normal. Mais dans l'équipe, on s'est toujours bien entendu. Il y a toujours eu... un dialogue, ce qui était très important en fait, que les deux côtés communiquent pour qu'on puisse progresser. Et je pense qu'avec cette équipe, ce qu'on a réussi à accomplir quand même, malgré les difficultés qu'on a eues, avec la voiture qui n'était pas performante, surtout la dernière année, d'avoir ce podium, je pense que de conclure l'histoire, comment on l'a conclu, c'était quand même beau. Je ne sais pas comment vous étiez aujourd'hui, parce que j'ai vu dans une interview que tu disais on se respecte sur la piste. Et je me suis dit, peut-être qu'aujourd'hui... Non. Après, c'est normal, c'est comme une vieille histoire de potes aussi. Il y a des moments où on peut être moins bien, plus proche. Peut-être que tu le vois moins maintenant, tu verras plus dans 2 ans. Enfin, c'est le cycle de la vie aussi, quoi. Est-ce qu'on peut avoir des vrais amis? Pas des potes, des amis. On en a 5 maximum dans une vie, paraît-il. Des vrais amis. Est-ce qu'on peut être amis? C'est comme en politique, c'est très dur. C'est ce que nous disaient les hommes politiques. Je le demande d'ailleurs régulièrement, mais c'est très difficile d'avoir des amis, parce qu'à un moment donné, tu peux te retrouver face à eux. Bien sûr. Après, moi, j'ai un de mes très grands amis, un de mes meilleurs amis, qui est pilote aussi, qui s'appelle Mick Schumacher, et qui a roulé en F1. Qui est le fils de Michael Schumacher, bien sûr. Pour ceux qui ne connaissent pas trop la F1. Et lui a roulé 2 ans en F1, du coup, donc on était quand même rivaux. Mais voilà, c'est un de mes meilleurs amis, donc on peut, c'est sûr. Mais après, quand on ferme la visière, c'est comme ça. C'est le sport, il faut faire le mieux possible, il faut être devant n'importe qui. Tout le monde est son adversaire. Donc il faut faire attention à son coéquipier, parce que forcément, il y a le championnat constructeur qui est très important pour l'équipe. Mais il faut performer, sinon la place va à quelqu'un d'autre. Tu parlais de quand tu étais jeune, tu te retrouvais face à plein de gens. Tu étais face à Verstappen, même en kart à l'époque. Je crois qu'il était 3e au classement. Il est 3e au classement F1 en ce moment, aujourd'hui tournage, si je ne dis pas de bêtises là. Oui. Et en fait, je crois que tu étais au-dessus de lui dans le classement en karting à l'époque. Il y a une espèce de moment où il est passé en fait en F1 alors que tu étais mieux classé en karting. Oui, après Max, son talent il est plus à prouver, il a mérité tout ce qu'il a eu, c'est un pilote incroyable. Depuis le début qu'on a commencé en karting, en fait, je pense qu'on a tous grandi ensemble, et lui avait vraiment une façon de piloter qui était très agressive, toujours dans les limites de ce qui était possible au règlement. Et je pense que en s'étant battu avec lui toutes ces années, on a tous appris beaucoup de choses à ses côtés. En karting, il fini devant moi, les années 2011 où on fait le championnat World Series Karting qui s'appelle. Ce championnat s'appelle comme ça. J'ai fait 2e, et après on s'est retrouvé en Formule 3 en 2014, où là je gagne le championnat et du coup je vais pas en Formule 1. Lui, il va du coup. Donc comme je l'ai dit, il le mérite à 100%, tout ce qui lui arrive, et puis je suis très content pour lui qu'il ait gagné aussi ses 4 titres. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, c'était très dur pour moi de me dire que j'avais gagné le championnat,
que j'allais pas en F1, qu'il fallait que je prouve encore une fois de plus. J'ai eu des difficultés avec mon programme de management qui finançait plus en fait ma carrière au bon moment, donc j'ai été repris. Après, je suis parti chez Mercedes et c'est pour ça que j'ai dû refaire une année en 2015 et ensuite j'ai eu ma chance en F1. Donc j'ai patienté une année et demie de plus que lui et c'était difficile à avaler, mais voilà, au fond, je me suis dit qu'en travaillant dur, ça allait payer à un moment et ça a payé. Et donc tu vas appeler à plusieurs reprises le patron de Mercedes à l'époque. C'était Toto, c'est ça, hein, c'était lui. Hein. Toto Wolff, Toto Wolff, toujours le que tu vas appeler, puis re-appeler, puis re-appeler. Et en fait, il va te dire au début, bon, hein, et tu vas pas le lâcher. Tu vas lui dire, j'ai vraiment envie, et il va prendre conscience que tu as vraiment envie d'arriver en F1 à ce moment-là. Ouais, en fait, il y a eu des personnes clés dans ma carrière. Je pense que Gwenaël Lagru, c'est la première personne. C'est avec Eric Boulier à l'époque. C'était des personnes qui... Voilà, pour ceux qui connaissent le monde du sport auto, Eric Boulier, ça a été le patron de Lotus à l'époque. Gwenaël Lagru, maintenant, c'est celui qui gère le programme junior chez Mercedes. Mais à l'époque, eux travaillaient dans une filière qui s'appelait Gravity Sport Management. Et à partir de 2010-2011, du coup, quand mes parents ont tout sacrifié, vendu la caravane, etc., c'est eux qui sont arrivés et qui ont dit on va vous aider, on va financer la carrière d'Esteban et jusqu'à la Formule 1 s'il continue à performer. Donc ils nous ont aidés, ils ont donné du budget à mon père, on était toujours dans la caravane, mais on avait plus de matériel. Voilà. C'est quoi le budget qu'il faut pour faire une saison en kart ? À l'époque, ils avaient donné à mon père 100 000 € pour faire une saison de karting, alors que c'est lui qui faisait tout. Donc ça comprenait le budget essence, péage, nourriture, tout le reste pour se déplacer. Une caravane un petit peu mieux aussi, parce que la caravane avait éclaté les pneus, on avait tout arraché, c'était une galère avec tous les kilomètres qu'elle avait fait. Et ensuite, du coup, ces personnes-là m'ont fait confiance. Mais le problème, c'est que ce programme-là s'est arrêté en 2014 quand j'ai gagné le titre de Formule 3. Et là, j'appelle Toto tous les soirs, je lui demande s'il n'a pas une solution à me trouver. Et avec Gwen, on continue à discuter sur tout ça. Et avec Fred Vasseur, qui est le patron de Ferrari, qui était aussi le patron d'Art Grand Prix à l'époque, il me trouve une solution pour rouler en GP3, qui est le championnat en gros de Formule 3, mais sur les Grands Prix de F1. Et je gagne ce championnat-là. Et là, les choses ont pris une autre ampleur ensuite. C'est quoi la différence ? C'est-à-dire que j'avais un programme qui me soutenait vraiment, avec des moyens conséquents. C'est quand même la marque Mercedes. J'ai gagné le championnat, j'ai gagné les 2 championnats majeurs de la promotion avant la F1. Certes, il manquait la F2, mais j'en ai quand même gagné 2 majeurs. Et donc, du coup, l'année d'après, je passe professionnel, en fait. Comment tu l'apprends que tu passes en F1 ? Alors, d'abord, il y a eu le passage en professionnel dans le championnat allemand de voitures de tourisme. Donc, j'ai fait la moitié de saison en attendant de passer en F1, de là. Et je reçois mon premier salaire, ce qui était aussi quelque chose de fort, parce que avec toutes les personnes qui nous ont dit qu'on n'allait jamais y arriver, je reçois quand même mon premier salaire. C'était plus petit qu'aujourd'hui, ça n'a rien à voir ou... Bien sûr, mais c'était beaucoup d'argent déjà. Mais c'était quoi un salaire ? Mon premier salaire, ma première année en F1, c'était, on va dire, pour le DTM et la Formule 1, c'était à peu près 35 000 €. Donc c'était beaucoup d'argent pour moi à l'époque. Certes, les choses ont bien changé, ont évolué. Mais j'avais jamais rien touché jusqu'à là, de toute cette époque. Tout ce qui c'était des dépenses, c'était de la difficulté, etc. Là, j'avais une voiture de fonction, j'avais un salaire pour rouler, j'étais dans une équipe professionnelle, c'était dingue. Et ensuite, je passe en F1 du coup à mi-saison pour remplacer un autre pilote. Donc j'arrête mon championnat de DTM et j'ai ma chance de partir en F1 en 2016. Ouais. Tu l'apprends par téléphone ? Je l'apprends par téléphone. J'étais en vacances à ce moment-là. C'était la trêve. Et on m'appelle, on me dit il faut que tu arrêtes les vacances, il faut que tu ailles faire un baquet en Angleterre dans l'équipe parce qu'il faut qu'à la reprise, tu sois dans la F1. Et là, truc de dingue. Je me rappelle encore, j'étais au téléphone. Après, on va dîner le soir avant de partir. Et je vois sur BFM TV ma tête. Incroyable, le jour même. Ouais, le jour même. Et truc de fou, quoi. C'est parti. Ton père, tu le préviens comment ? Tout de suite, ouais. Tu l'appelles ? Ouais, bien sûr. Je l'appelle, j'appelle mes parents, tout. On est parti, quoi. Mais on n'a même pas le temps de réaliser, en fait. Et de se dire, ça y est, on y est.
on est tout de suite dans l'anticipation de tout ce qu'il y a à faire, comment il faut se préparer, il ne faut pas se rater, parce que c'est la première course. On peut faire soit une bonne... on peut faire une bonne course ou faire une course terrible, et la chance s'en va très vite. Et l'image arrive très vite aussi. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que les gens, ils ont tout de suite une opinion. Bah, c'est comme on dit, quand tu rencontres quelqu'un, c'est toujours la première impression qu'il fait. Et donc, la première course, je pense que les gens te regardent, disent, ouais, soit il est comme ça. Exactement. Comme ça. Ouais, j'aurais fait un crash au premier virage ou quoi. C'était très rapidement, la chance s'en allait. Et tu peux pas non plus être trop lent au début. Sinon, non, parce que sinon, ça aurait pas été aussi bon. Et puis, j'avais un contrat sur une demi-année. Donc, je commence à mi-saison, alors que les autres se sont entraînés toute l'année. Mais ensuite, il faut aussi penser au futur. Et il faut que je signe dans une autre équipe ou dans la même équipe si elle continuait. C'est de l'histoire ancienne parce que cette équipe-là, malheureusement, elle a fait faillite ensuite. Et le salaire, c'est beaucoup plus gros en F1. Est-ce que c'est public, les salaires ? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Même personne ne le sait, je pense, ce que je viens de dire avant. Ah bon ? Non, que le salaire, c'était ça. Mais c'est comme quand tu passes en Ligue 1 en foot. Pour que les gens se rendent compte, en fait, c'est à l'UFC pareil. Je pense que c'est 15 000 quand on fait le premier combat, 10 ou 15 000, et puis ça doit être 15 000 si on gagne. Les gens pensent tout de suite qu'on est millionnaire quand on arrive en Formule 1, et non, il faut prouver. C'était beaucoup d'argent, comme je l'ai dit. Déjà pour un jeune comme moi à 19 ans, qui avait déjà sa voiture de fonction, etc., les vols payés pour aller vivre son rêve aux quatre coins du monde. Aux quatre coins du monde, c'était un truc de dingue. Mais il faut savoir que si ça s'arrêtait sur cette demi-année, après, qu'est-ce que je fais ? J'ai fait ça toute ma vie. Pour ça. Si j'ai plus de baquet après professionnel, ça peut s'arrêter. Et après, c'est encore pire parce que tu as touché du doigt ton rêve, et si tu peux pas continuer, c'est peut-être même encore pire, quoi. Ah oui, c'est horrible. En fait, c'est quelque chose que je me suis toujours dit, il ne faut pas avoir de regrets par la suite. Il faut toujours faire ce qu'il y a à faire quand on a la chance, quand on a l'opportunité, parce que plus tard, de dire à ses enfants « Ah, si j'avais fait ça, peut-être j'aurais réussi ». C'est horrible d'avoir des remords comme ça, et j'ai connu beaucoup de personnes qui me parlent de leur vie, de leurs expériences passées, et c'est dur à l'entendre. Ça c'est quelque chose qui n'est pas possible pour moi. 1er août 21, tu vas remporter ton premier Grand Prix à Budapest. Je crois que c'était contre Lewis Hamilton. Lewis, il revenait de loin. Et Verstappen, non ? Max, mais il avait la voiture endommagée, donc du coup, il n'allait pas plus vite que nous, cette fois-là. C'est incroyable. En fait, il faut savoir que j'ai gagné une course, j'ai fait 3 podiums. Tu l'as dit tout à l'heure, je suis 13e du championnat. La F1, quand on arrive en F1, en fait, les voitures sont très différentes d'une équipe à l'autre. On n'a pas tous le même matériel, comme on peut l'avoir dans les catégories juniors. Donc je dis pas que j'arriverai en F1 avec la même voiture que Max et je le battrai. C'est quelqu'un de très fort. Mais on peut pas rivaliser maintenant, par exemple, avec une Haas ou avec une Alpine ou avec une... je sais pas, n'importe quelle voiture comparée à une McLaren. La McLaren, c'est la voiture qui va le plus vite. La Red Bull, elle est dans le top 3. Nous, on ne peut pas rivaliser, on doit faire avec les moyens qu'on a. Et ce qu'il faut qu'on fasse, c'est marquer des points à toutes les courses. Mais des petits points, entre 8 et 10. Voilà, c'est ce qui est jouable pour l'instant. Donc c'est dur, en tant que pilote, de se dire, on arrive à un Grand Prix et... Tu le vois vraiment, la voiture, quand il est sur une ligne droite Sur une ligne droite, sur un freinage, sur une réaccélération. C'est beaucoup, en fait, les moteurs sont... On a les mêmes moteurs que la Scuderia Ferrari, par exemple, et la même boîte de vitesse. Mais tout le reste est fait par notre équipe, avec les moyens qu'on a. On a une voiture qui est moins compétitive que la Ferrari, forcément. Donc quand on arrive à se rapprocher d'une Ferrari, ça veut dire qu'on a fait un très bon job sur ce week-end-là. Et c'est une sorte de satisfaction pour nous. Mais pour nous, une victoire, par exemple, en Chine, quand je fais 5e, pour nous, ça, c'est une victoire. Oui, c'est très bien par rapport à la puissance de ta voiture. C'est ça, on est au contact des Ferrari quasiment. On fait avec elle, on a fait mieux que ce que la voiture pouvait faire. Et ça, c'est une satisfaction. Mais c'est dur, parce que moi, ce que je veux, c'est gagner. Je suis pas là pour participer, quoi. Ce que je veux, c'est me battre devant, me battre avec ceux avec qui je me suis battu par le passé. Et je me battrai toujours jusqu'à que ce soit le cas. Et je suis en F1 pour un jour avoir l'opportunité de me battre pour des victoires et des podiums.
J'ai vu Charles Leclerc a fait du Rafale. On est dans une vidéo, il a eu la chance de pouvoir voler en Rafale. Qu'on s'imagine une accélération de F1. Oui. Quand tu pars de zéro, au tout départ, ça t'écrase. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que, par exemple, il y a des Tesla Plaid, 1020 chevaux qui existent? On en parlait tout à l'heure. Je t'ai posé la question parce que je trouve ça intéressant pour se rendre compte. C'est comme à la télé, quand on voit un Usain Bolt courir un 100 mètres, on ne se rend pas compte, en vrai, si on courait à côté, la fusée que c'est. Oui, oui. Et je trouve qu'à la télé, comme il n'y a que des mecs qui vont vite, tu ne te rends pas vraiment compte. Et c'est un peu pareil pour la F1, comme toutes les voitures vont vite. On ne se rend pas forcément Toi compte. qui as conduit des jolies voitures, je ne parle pas de F1, je parle sur la route, de jolies voitures. Est-ce que c'est extrêmement différent sur les démarrages? Qu'est-ce qui change, toi? Alors, c'est très différent, mais c'est sûr qu'il y a certaines voitures maintenant, comme tu l'as dit, le modèle d'avant, qui sont très performantes sur le 0 à 100 parce qu'elles ont 4 roues motrices et les voitures électriques, en fait, ont beaucoup de couples, ce qui fait que la puissance est instantanée. Donc ça met un choc, et ces voitures-là, maintenant, sont, on va dire, sur le 0 à 100, ça dépend sur quelles conditions. Par exemple, s'il pleut, une Tesla au 0 à 100 ira plus vite qu'une F1. Ah, c'est sûr, oui. Incroyable. Bien sûr, parce que en fait, nous, on passera pas la puissance au sol, alors que la Tesla aura 4 roues motrices, on n'a pas les bons pneus pour, etc. Maintenant, ce qui fait la différence avec une F1, c'est que le 100 à 200 va aller aussi vite que le 0 à 100. Donc, nous, on a 1000 chevaux, mais la voiture pèse 700 kilos. Une Tesla, ça pèse presque 2 tonnes. Ouais, bien sûr. Donc, ça aide sur le 0 à 100, mais après, il y a beaucoup moins de performance. Ça continue plus loin, en fait, d'accélérer. Et après, une voiture de route va devoir freiner au bout de la ligne droite si elle arrive à 250. À 250, 300 mètres. Nous, on va freiner à 60 mètres. Donc, c'est le freinage aussi qui est vraiment très Le différent. freinage et le grip en courbe, en fait, c'est là où une Formule 1, c'est la voiture qui va le plus vite sur la Terre. Putain, pas en vitesse de pointe, mais dans les virages. Et alors, on voit Nadal au tennis à des tocs. Tu vois, il va faire des gestes qui le rassurent. Parce que quand on est sportif, il faut même quand on n'est pas sportif d'ailleurs, mais je crois qu'on a parlé avec un médecin, mais 100% des gens ont des tocs. Après, c'est plus petit, plus grand, en fonction de... C'est des gestes rassurants, on va dire. Est-ce que toi, tu as des trucs rassurants avant de rentrer dans la voiture, pour rentrer, ou à l'intérieur, ou avant? Est-ce que tu as des trucs qui te rassurent? Oui. Par exemple, je rentre toujours du même côté de la voiture, du côté droit. Je me sens mieux quand je rentre de ce côté-là. C'est de la superstition aussi, c'est un truc... Je sais pas si c'est de la superstition ou si c'est une habitude, mais en tout cas, je monte jamais du côté gauche. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est une chose. Après, j'ai toujours mon rythme où je mets toujours à peu près les mêmes musiques quand je m'échauffe, etc. Mais ça, c'est plus pour me mettre dedans. Je dirais pas que c'est de la superstition, mais voilà, c'est pour me mettre dans le rythme, on va dire. Je sais que quand j'ai fait tout ça, je suis prêt à partir, quoi. On a une machine tout à l'heure pour tester les réflexes. Oui. J'ai vu que tu t'entraînais évidemment beaucoup. On ne se rendait pas compte aussi, pareil, de ce que subit le corps d'un pilote de F1. On a regardé, donc c'est marqué, tu me diras si c'est à peu près vrai ou pas, mais j'ai regardé sur Internet ce qui était marqué. Après, je pense qu'il y a des choses pas trop loin de la vérité. En freinage et en virage, vous pouvez prendre jusqu'à 5 à 6 G. Oui. Donc, ce qui explique le besoin de cardio, parce que c'est très long. Une course, c'est entre 1h30 et 2 heures, grosso modo. C'est ça. La température dans le cockpit, entre 45 et 60 degrés. Oui. Ça, tu le sens vraiment tout le temps? C'est vraiment ça? En fait, c'est ça vraiment qui fait qu'une course est physique ou beaucoup moins physique. En fait, on a, comme tu l'as dit, 5 à 6 G, donc il y a beaucoup de contraintes. Fatigant. Bien sûr, physiques. Ouais. 5-6 G. Donc c'est 5 à 6 fois le poids de son corps quand on atteint ça. Donc notre tête, elle peut peser jusqu'à 40 kilos, on va dire. Même si j'ai pas vraiment calculé, mais c'est à peu près ça. Les charges d'entraînement. 5 kilos, je crois, une tête. Ouais, donc. Si je dis pas de bêtises. mais les charges d'entraînement, c'est à peu près 40 kilos sur la nuque pendant des séries de 30-45 secondes. Et oui, il fait très chaud dans cette voiture, et c'est pour ça qu'on a un entraînement physique qui est particulier. C'est un peu comme du crossfit, on va dire, parce qu'on doit être solide en termes de muscles, c'est-à-dire qu'on doit être puissant, mais on doit aussi être endurant, et endurant à la chaleur. Donc ça va pas du tout ensemble. C'est-à-dire que quand on fait des entraînements comme ça, normalement on va se blesser parce qu'on doit faire beaucoup de cardio et beaucoup de force, en fait, pour encaisser du coup tous les impacts, tous les jets, etc. Et je me retrouve à faire du vélo, par exemple, sur des courses à Singapour, 2 heures dans un sauna à 50-55 degrés. Je me fais ça 3-4 fois la semaine,
après les séances d'entraînement. Donc c'est affreux. Ouais. Vous perdez, il y a marqué, vous perdez entre 2 à 3 litres d'eau, c'est ce qui est sur Internet. Fréquence cardiaque moyenne pendant un Grand Prix, 160-180. Ça dépend. Ça me paraît énorme, 160-180. Ça dépend quel pilote. Il y a des pilotes qui vont être à 160-180, ou d'autres qui seront beaucoup plus bas et qui seront beaucoup plus calmes, avec une perception. Ça dépend de la physiologie. Et on voit la même chose un peu en MotoGP. Il y a des pilotes qui sont très hauts et d'autres beaucoup plus bas. Mais ça ne veut pas dire qu'un est beaucoup plus fit que l'autre. En fait, c'est vraiment la perception et l'adrénaline aussi. Je pense qu'on peut être à l'arrêt, par exemple, avant le départ et être à 150 de pulsation. C'est parce qu'il y a tout qui entre en jeu, la concentration, l'adrénaline, penser à tout en même temps, à toutes les procédures. Donc, c'est difficile, mais oui. En tant que cardio, on a besoin d'un très gros cardio. Ouais. Le freinage, faut appuyer jusqu'à 150 kg de pression sur la pédale, jusqu'à 1000 fois par course. Ouais. J'ai une tendinite constante ici au talon d'Achille. Ouais, parce qu'on appuie énormément sur le frein. Et c'est aussi quelque chose qui est très mauvais parce que l'accélérateur qui est à droite, du coup, il est très souple comparé au frein qui est très dur. Donc on est toujours décalé un peu le bassin. Et toujours un peu décalé. Mais après, c'est 150 kg, mais on est aidé par les 5-6 G de décélération. Donc on ne met pas les 150 kg, on va mettre beaucoup moins. Et quand ça dure 1h30, est-ce que ça t'arrive de penser en roulant à autre chose, à ton chien Est-ce que tu as des moments où c'est trop dur d'une 1h30 ? On sait à quel point c'est dur de se concentrer. Ça m'est arrivé. Et en fait, le moment où ça arrive, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'on n'est plus concentré, ça veut dire qu'il nous manque du sucre, il nous manque... On est déshydraté, et c'est le même moment où on commence à voir un peu flou. Et ça m'est arrivé au Qatar, par exemple, en 2023, où il y avait 90% ou 95% d'humidité avec 32 ou 33 degrés. Il n'y avait pas d'air. Il y a un pilote qui est tombé dans les pommes à la fin de la course, un pilote qui a abandonné pendant la course, et j'ai vomi au bout de 15 tours dans cette course, parce que je me sentais mal, quoi. Je n'arrivais pas à respirer. Et tu vomis où ? Dans le casque. Non, c'est vrai. Bon appétit pour ceux qui sont en train de dîner, désolé, mais c'était horrible. C'était horrible. Dans la cagoule, tout, ignoble. Mais après, tu finis la course quand même. En fait, je me suis dit, ok, là, il faut se calmer. Je me suis calmé, j'ai pris une bonne respiration dans la ligne droite, donc le peu de temps que j'ai pu respirer, parce qu'après tout le tour, on fait quasiment en apnée. En plus, après, t'es dans l'odeur du truc, c'est horrible. Oui, c'est ça. Et je me suis même retrouvé à un moment où j'étais derrière une Mercedes, je m'en rappelle, j'étais collé derrière George Russell. Il y a tous les cailloux, les projections, etc. Mais comme ça, sans réfléchir, parce que j'étais complètement désorienté, j'ouvre la visière pour respirer, quoi. Mais j'ouvre la visière alors que lui, il est juste devant, on est à 300 km/h, il m'envoie tous les cailloux et tout, je me reçois un petit caillou là et je le sens, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi. Hop, je referme la visière, mais je me sentais mal. Et c'était une course qui était très, très dure. Très, très dure. Alors, j'ai pris toutes les rumeurs sur les pilotes de F1 qu'on trouve sur Internet, et tu vas me dire si c'est vrai ou pas, qu'on prenne un peu de l'extérieur. Il y a marqué, les pilotes ne conduisent plus vraiment, c'est la voiture et l'équipe qui fait tout. J'ai regardé un peu ce truc de F1, tu sais ce que disent dans les forums, les trucs, et comme ça tu peux dire si c'est effectivement vrai ou pas. Non, c'est tout faux. C'est tout faux parce que, en fait, tout l'électronique qu'il y a, on va dire sur le volant, tous les ingénieurs qui sont derrière, etc., on n'a aucune aide au pilotage. Donc on n'a pas l'anti-blocage des freins, par exemple. C'est l'ABS en termes automobiles global. Classique, ouais. Voilà. On n'a pas le traction control, donc les roues patinent. Oui, on a la direction assistée, mais personne, même un bodybuilder, même Aurélien Strongman, je ne sais pas si certains connaissent. J'avais reçu à l'époque, c'est quelqu'un qui est très solide. Voilà, qui s'entraîne à la salle d'Evreux d'ailleurs avec moi, je le vois souvent. Même lui, pourrait pas tourner le volant. Il pourrait le tourner une fois, mais pas sur 10 tours, s'il n'y avait pas de direction assistée. Parce que les pneus sont hyper lourds. Parce que il y a 2 tonnes de charge sur la voiture, donc quand vous pressez la voiture à ce point-là, ça devient très dur de tourner les roues. Donc on a une certaine direction assistée, mais qui reste quand même très dure. Et tout ce qu'on fait en fait sur le volant, c'est quelque chose qu'on a géré avec les ingénieurs avant, mais c'est nous qui avons demandé aux ingénieurs de le faire. C'est-à-dire que c'est pas des choses qui se font automatiquement, on doit les faire nous. On doit faire les changements, nous. Tout ce qu'on nous dit à la radio, on doit le faire à 300 km/h entre 2 virages. Donc, il y a aucunement de l'aide. Et c'est vraiment nous qui pilotons les voitures. La F1 est un des sports les plus dangereux au monde. Est-ce que ça, c'est réel ou
Il y a des débats, j'ai pris des sujets de vraiment. débat sur les forums de F1. Je me suis dit, tiens, je te les demanderai. Je saurais pas C'est vraiment dangereux. répondre. Oui, le sport automobile est dangereux en général, mais il y a tellement de recherches en fait pour améliorer la sécurité de tous les pilotes, du karting à la Formule 1. Il y a des gens vraiment compétents et c'est des choses aussi qui se transmettent dans le monde de l'automobile. Je pense que c'est un sport qui est très dangereux, mais on est très bien entouré de ce côté-là. Je touche du bois. Ah ouais. Est-ce qu'il y a des décisions politiques aussi pour le fait de faire gagner un peu comme dans le film F1 avec Brad Pitt où parfois on te dit laisse passer ton coéquipier, machin, il faut ça. Est-ce que ça arrive? Ça arrive pour diverses raisons. On est quand même rémunéré et employé par une équipe. Ça dépend quelle équipe, mais pour nous, voilà, c'est 400 personnes. Quand je travaillais avec Alpine l'année dernière, c'était 1000 personnes. Quand même. Donc on travaille pour énormément de gens. Et quand il y a une décision d'équipe, il faut la respecter parce que voilà, l'équipe compte sur nous. Mais moi, j'ai toujours respecté, en tout cas, les décisions d'équipe parce qu'elles avaient un sens, parce qu'on avait choisi une stratégie avant entre les deux pilotes et qu'il fallait faire ça à ce moment-là. Maintenant, voilà, si tu te bats pour le championnat, c'est sûr, et que c'est la dernière course et que tu es premier et que ton coéquipier deuxième, mais que l'équipe te demande de le laisser passer pour lui gagner le championnat, non. Ça, ce sera une discussion que tu auras après avec l'équipe. T'as déjà coupé la radio? Est-ce que c'est que Brad Pitt fait ça? Mais c'est des films américains, donc tu sais jamais. Est-ce que c'est bon? Et puis c'est tout extrapolé. Mais est-ce que tu as déjà coupé la radio? Est-ce que tu avais une idée en tête et que t'as pas écouté, comme dans un métier où parfois tu as une idée et t'écoutes pas ton supérieur? Alors, de mémoire, non. J'ai enlevé la radio parce que voilà, je voulais plus entendre voilà, ce qu'on me disait, et puis qu'il restait que 10 tours, et puis que l'ingénieur parlait trop. Mais il n'y avait rien de très dur jusqu'à la fin. Donc certes, c'était pas bien, mais je l'ai fait pas mal de fois au début de ma carrière. De toute façon, il faut savoir où tu vas. C'est-à-dire que tu sais, c'est toi qui es dans la voiture. Une fois que le pit stop est fait et qu'il se passe plus rien, bon, certes, il pouvait y avoir un safety car ou quelque chose comme ça aurait été catastrophique si j'avais pas eu la radio, et je m'en suis rendu compte plus tard. Mais oui, voilà. Avec l'expérience que j'ai maintenant, j'arrive à savoir à peu près lire la course et ce qui doit se passer, quoi. Toi, tu connaissais Jules Bianchi? Oui. Jules Bianchi qui est décédé, j'ai noté le 5 octobre 2014. Donc c'était au Grand Prix du Japon, où il y a eu une erreur avec une dépanneuse qui n'aurait pas dû être là. Je connais bien son papa, Bien sûr, Philippe, ses parents, qui organise chaque année un marathon. Si vous avez l'occasion d'y aller au Castellet, vous pouvez regarder la date, marathon Jules Bianchi. Oui, Petite pensée pour eux, puis on les embrasse fort. Bien sûr. Tu y penses parfois? J'y pense, oui. J'y pense. Jules, c'était toujours, en fait, j'allais rouler à Brignoles, il y avait toujours Charles, il y avait toujours Jules. Son papa Philippe, voilà, gérait la piste de karting de Brignoles. Il était pilote Ferrari à l'époque. Bien sûr, bien sûr. Et Jules, c'était l'exemple pour nous. C'était le pilote qui allait rouler chez Ferrari, qui allait être champion. Voilà, qui était notre exemple. C'était le pilote français au top, toujours, avec le talent qu'il avait. Et ouais, ce qui s'est passé, c'est affreux, et on pense à lui, et on pense à sa famille. C'est très compliqué le sport automobile. On parlait tout à l'heure de la sécurité. Toi, tu penses à la sécurité aussi à chaque fois que tu montes dans ta voiture en disant il y a quand même un risque. Est-ce que tu parles à tes parents? Je sais pas, est-ce que vous avez un rituel à chaque fois avant de monter dans la voiture pour ça, justement? Parce que il y a quand même un risque derrière à chaque fois. En fait, on n'y pense pas quand on monte dans la voiture. Je pense que le moment où on y pense, c'est le moment où on doit raccrocher. C'est sûr que c'est un sport dangereux. J'ai perdu des personnes que je connaissais très bien, des pilotes avec qui j'ai grandi, c'est clair. Comme Antoine Hubert, on pense à lui et sa famille toujours, bien sûr. Et ouais, c'est dur, c'est sûr. C'est des choses qu'on pense qui n'existent plus, parce que le sport a tellement évolué, les voitures sont très safe de nos jours, mais ça peut arriver. Mais on ne peut pas se dire que dans la voiture, il faut lâcher à ce moment-là parce que c'est trop dangereux, ou je ne peux pas aller au contact ici parce que peut-être il peut se passer un gros Tu penses pas à crash. ça sur le circuit quand tu roules? Je réfléchis toujours à est-ce que ça vaut la peine de prendre le risque? Toujours. Ça, c'est quelque chose que je me suis toujours dit.
s'il n'y a rien à aller chercher au bout, je ne prendrai pas le risque. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire que si on se bat pour la 13e place, non, je ne vais pas prendre tous les risques pour aller gagner cette position parce que voilà, il n'y a pas de point à aller chercher au bout, il n'y a pas grand-chose. Maintenant, si c'est un podium ou une victoire, bah oui, là, tous les risques, je vais les prendre. On débranche le cerveau, on le met à côté, il n'y a pas le choix. Voilà, ça fait partie du jeu, on est pilote de course, il y a certaines personnes qui disent gladiateur du temps moderne, je ne sais pas vraiment si c'est le cas. Mais en tout cas, voilà, il faut y aller et c'est comme ça qu'on doit rouler. Il y en a qui ont des enfants, des pilotes de F1 ? Je ne sais même pas d'ailleurs. Oui, bien sûr. Il y a pas mal de pilotes qui en ont. Et Max a eu un enfant il n'y a pas très longtemps. Ça change quelque chose dans sa conduite ou pas ? Non. À l'époque, on disait que c'était 3 dixièmes moins vite sur un tour. Ça ralentit un peu. Ouais, d'avoir un enfant, mais la preuve que c'est pas vrai. Les militaires, ça fait ça beaucoup. Les militaires, c'est encore autre chose. C'est d'autres risques. Il y en a plein qui partent de leur service. On a eu des gens des forces spéciales, pas mal de services ici. Et au moment où ils ont des enfants, ils se disent attends, qu'est-ce que je fais là ? Je suis dans un pays là. Et grand respect à ceux qui nous protègent, ouais, exactement. Et je sais que les enfants, c'est vraiment game changer dans certains métiers. Ouais. C'est pour ça que je te demande. J'en sais rien. Non. Après, voilà, j'ai pas d'enfant encore. J'en veux plus tard, mais. Ouais, c'est sûr que ouais, ça ferait réfléchir, je pense. Est-ce qu'il y a déjà parfois des embrouilles, tu sais, comme quand je fais du kart avec des copains, parfois, tu sors du kart et tu t'embrouilles à la fin, etc. Est-ce que c'est pareil entre pilotes de F1 ? Putain, tu m'as pas laissé. Est-ce que ça règle ses comptes en pote, tu vois, mais à la fin, est-ce que ça peut s'engueuler parce que ça s'est tiré la bourre pendant 2 heures ? Alors on en veut toujours à ses potes. Ouais, c'est vrai. Course, alors beaucoup sur les courses de kart au début, quand on a commencé, c'était beaucoup le cas, ouais. À la fin de course, ah ouais, tu m'as fait ça. Puis les parents se prenaient beaucoup la tête à l'époque. Je me rappelle, il y avait beaucoup de parents ou de patrons de team en fait qui venaient voir mon père et qui lui prenaient la tête pour rien, parce qu'au final, j'avais gagné, donc c'était comme ça. Mais voilà, il lui prenait la tête. Mais en F1, c'est plus le cas. C'est tellement professionnel et on va discuter entre pilotes, mais ça sera toujours des discussions constructives au final. Peut-être à chaud un petit peu, voilà, mais une demi-heure après, on s'appelle, on en discute. Et surtout, en fait, la génération de maintenant, tous les nouveaux pilotes, on discute pas mal, voilà, à cœur ouvert sur pas mal de choses. Et tous les pilotes s'entendent vraiment bien. On est vraiment tous unis. Et pour des causes, voilà, pas simples des fois. La sécurité, les jeunes en karting, des choses voilà, qui ne nous vont pas forcément. On a quand même un poids tous ensemble. On a cette association qui s'appelle la Grand Prix Driver Association. On est tous ensemble, on a tous le groupe WhatsApp et on communique tous ensemble. Et du coup, ouais, on est tous les 22 maintenant, parce que l'année prochaine, on sera 22 pilotes. On est tous unis pour gérer les choses qui ne nous vont pas. Les dangers du sport, tu veux dire même ? Ouais, les dangers du sport, les choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, sur les futures règles, sur se battre pour la future génération aussi qui arrivera après nous. Sébastien Chabal, rugbyman, est venu dans l'émission et il a parlé de son problème de mémoire. Ça a tourné partout après, dans toutes les émissions sport, partout. Justement, il a dit ça aussi pour expliquer, enfin, il a dit ça un peu naturellement, d'ailleurs on l'a eu dans la discussion, mais on se rendait pas compte à quel point les chocs au rugby peuvent être dangereux. Et du coup, maintenant, ils sont en train de mettre des casques en place. Il y a eu des lois qui sont en train d'être votées d'ailleurs sur le sujet, donc ça fait avancer quoi d'en parler aussi. Bien sûr, ouais, j'en ai eu déjà des gros crashs. Je touche du bois que voilà, ça n'a jamais été des crashs trop violents, malgré que j'en ai eu plus de 40 G qui m'ont sacrément sonné. Mais oui, j'ai déjà eu des visions troubles, mal de tête pendant 3-4 jours. Donc ouais, commotion. Quand ça tape, en fait, ouais, le cerveau... dans certains crashs, ouais, j'ai pris 42 G. Pour les gens qui veulent voir ce crash, il n'est pas si impressionnant que ça. Mais j'ai tapé un mur de béton, en fait. Et c'était à Miami, en FP3, en 2022. Et je sors, je me tape les 2 genoux, je peux presque plus marcher. Juste après, et je me rappelle, je prends ma douche le lendemain matin, et je m'écroule, en fait, sous la douche. Je perds l'équilibre, je tombe, je vais plus du tout bien.
Et j'ai réussi à partir dernière, faire 8e à cette course. Putain, j'avais mal partout, c'était horrible. 42G, c'est très dangereux pour le corps. Ouais. J'avais dit il n'y a pas longtemps, mais j'urinais rouge aussi, c'était pas super. Ouais, c'était moyen. Un siège éjectable de Rafale, quand il s'éjecte, il envoie 20 G pendant 0,8 secondes. Ouais. T'arrives au premier étage de la Tour Eiffel en moins d'1 seconde. Mais comme ça doit pas être très bon. Je préfère le prendre de côté. Hein. Et hors circuit, parce que là on parle de sécurité, juste toi, comment tu conduis dans la vie? J'imagine qu'on te le demande parfois, mais est-ce que justement tu roules tout doucement, un peu comme les Américains qui roulent assez doucement finalement avec des grosses voitures, ou est-ce que tu aimes conduire un peu sportivement Moi j'adore l'automobile. En général, je suis passionné d'automobile avant d'être passionné de F1, avant la compétition. Ce que j'aime, c'est la voiture en elle-même. Les moteurs, l'essence, les pneus, voilà, l'objet qui fait la voiture. Pour moi, c'est on monte dans une voiture, on se sent libre, on peut partir partout et j'adore vraiment ça. Et je le montre un peu sur ma chaîne YouTube aussi que j'ai créée, mais moi, je suis en train de faire une petite collection avec mon papa, d'acheter voilà, certaines voitures qui étaient son rêve depuis toujours. J'ai la chance voilà, de pouvoir faire ça maintenant. Et mon père, par exemple, il a toujours rêvé d'avoir une Corvette, par exemple. Donc c'était la première chose que j'ai dépensée, ça a été lui acheter une Corvette. Une vieille ou une nouvelle? Elle est de 2012, donc c'est pas si récent, pas si vieux, mais c'est un modèle iconique et il a toujours voulu avoir une Corvette de ces années-là. Et voilà, c'est des choses que je monte du coup sur ma chaîne YouTube et c'est cool. Je mettrai le lien si vous voulez aller voir les vidéos comme ça d'Esteban. J'ai vu que tu avais fait une vidéo sur tes vacances. Là, tu mets plein de vidéos, tu te filmes un peu. En fait, je veux montrer les choses que j'aurais aimé voir étant petit en tant que pilote de F1, fan de F1, de voiture. Ce qu'il y a derrière, les petites choses qu'on ne montre pas forcément. En détail. Et par exemple, on filmait mes vacances, mais on filmait comment c'était à l'intérieur d'un grand bateau. Voilà, j'ai eu la chance de passer, une chance énorme, de passer une semaine sur un yacht. Ouais. Chose que tu ne pouvais pas imaginer jeune? Bah non, c'est clair que non, on partait jamais en vacances. Donc non, de passer une semaine sur un yacht comme ça, c'était pas envisageable, quoi. Donc on montre voilà, le quartier un petit peu de l'équipage, où est-ce qu'ils dorment, la partie aussi des moteurs du gros bateau, mais tous les jouets qu'il y a aussi le embarqués. Le petit sous-marin. Exactement, le petit moteur c'est ça, le petit bateau à côté, la planche, enfin c'est des trucs... que tu as découvert, toi? Bah ouais, que je ne savais pas. C'était pas ton milieu social? C'est ça, en fait, il y a eu une année où j'avais demandé à quelqu'un de très riche si je pouvais aller voir le bateau, juste regarder ce qu'il y avait dedans. On s'était pris un refus avec un ami à moi. Donc je me suis dit, si j'ai la chance de retourner sur un bateau, je montrerai moi du coup. J'ouvrirai les portes. Voilà, j'ouvrirai les portes parce que c'est pas la vraie vie, tout ça. Que ça dure qu'un temps aussi. Faut le savoir, c'est tout. Quand on peut y toucher, ça dure qu'un temps, mais c'est quelque chose que on voit pas tous les jours. Toi qui as connu les deux, avec et sans argent, est-ce que l'argent rend un peu plus heureux quand même? Je pense qu'il faut avoir les bonnes personnes autour de soi pour être heureux de toute façon. C'est sûr que oui, clairement. C'est honnête, bien sûr. C'est moins de difficultés dans la vie. C'est d'autres problèmes. Mais voilà, d'avoir une famille autour de moi solide, d'avoir... ma compagne qui me soutient tous les jours, d'avoir une équipe aussi d'entraîneurs, de managers qui sont vraiment soudés. Je pense que c'est ça le plus important au final. C'est sûr qu'avec tout ça, on s'est formé et je suis dans cette situation-là, qui est une situation rêvée, je pense, pour tout le monde. Mais tout seul, on ne pourrait pas. Voilà. C'est quoi une échelle du salaire de F1? Sans donner les chiffres, on s'en fout, mais c'est plusieurs centaines de milliers d'euros, plusieurs millions quand tu es un grand pilote de F1? Ça dépend quel pilote, en fait. C'est comme dans tous les sports, en fait. Je pense qu'il y a du plus petit salaire au plus élevé. Comme j'ai dit tout à l'heure, ma première année, c'était entre 30 et 35 000 euros. Maintenant, il y a des pilotes qui gagnent... plus de 20, 30, 40, 50 millions d'euros. Donc ça peut être énorme. Et d'autres qui gagnent moins.
Donc voilà, je ne vais pas donner mon salaire exact, sûr, bien sûr. Mais voilà, je gagne très bien ma vie, je suis fier de pouvoir en vivre de ma passion aussi. Non, mais c'est bien d'avoir des modèles, je trouve, de gens qui réussissent, qui gagnent bien leur vie, parce qu'il faut faire rêver, en fait. Ouais. En fait, il faut avoir faut avoir des modèles quand on est petit. Bien sûr. Et tu vois, et se dire, tiens, attends, ce gars-là, il est parti de là, il a ça aujourd'hui, c'est cool de se rendre compte. Je pense que de réaliser la chance que j'ai, c'est aussi une force, je pense, de ma famille. Ouais. Parce qu'on sait la valeur de l'argent, comment c'était difficile à l'époque. Maintenant, quand je vais faire du kart et que j'achète un train de pneus neufs, c'est la fin du monde pour mon père. Il se dit, mais t'as dépensé 150 €, t'as acheté un train de pneus neufs, pourquoi faire? C'est vrai, pourquoi faire? Parce que je fais plus la compétition, mais j'ai acheté un train de pneus neufs qu'on pouvait pas s'acheter à l'époque. T'as acheté quoi, tes parents? Parce qu'ils ont fait beaucoup de sacrifices. Est-ce que quand t'as commencé à gagner ta vie très correctement, t'as pu leur faire des beaux cadeaux en plus de la Corvette? Est-ce que t'as pu... Je pense que la plus belle chose, c'est que mon père ait pu refaire sa maison comme il l'avait avant, donc avec le garage et la maison à côté. Donc je les ai aidés à refaire ça. Il l'a fait comme il a voulu lui, parce que il veut laisser personne le faire, donc il l'a fait lui-même, encore une fois. Donc deuxième maison dans sa vie à reconstruire. Mais voilà, j'ai aidé à financer tout ça, et c'est ma plus grande fierté, voilà, qu'ils en souffrent pas de tout ce qu'ils m'ont apporté, et qu'ils puissent avoir une vie maintenant normale. Et je suis fier que maintenant mon père aussi travaille pour moi avec ma maman. Il me gère toute la partie à côté qu'on ne pensait pas qu'il existait en Formule 1, mais toute la partie merchandising et voilà, gestion de patrimoine, la gestion des voitures, l'entretien des voitures. Mon père, il se régale. Je suis venu ici avec une voiture, il était en train de me recoller l'aileron, il m'avait monté des pneus neufs sur la voiture. Donc, c'est toujours ce qu'il a rêvé, et je suis content maintenant qu'on en soit là. Il est fier de toi, j'imagine, la question. J'espère, tu lui demanderas, Guillaume, j'espère. Je pense qu'on sera fier une fois qu'on a réussi à aller où est-ce qu'on veut aller. C'est sûr que c'est déjà très bien, on fait partie des 20 meilleurs pilotes du monde, mais je ne suis pas champion du monde, et ça, c'est ce que je veux. Ce que je veux, c'est gagner. Et j'en suis loin encore, donc il y a encore du travail. Tu m'as pas répondu tout à l'heure, je te demandais si tu roulais vite sur la route. Pardon, oui. J'aime la voiture. Tu m'as fait une réponse de politique. C'est vrai, mais j'adore la voiture, oui, non. C'est pas ça la question. Alors... Est-ce que tu roules un peu vite parce que tu es habitué à ça sur piste, tu vois, est-ce que ça doit être hyper dur, tu sors d'un truc qui va à 350, machin. Est-ce que quand tu te trouves dans ta voiture, tu respectes ou tu roules vite? Et deuxième question, est-ce qu'au feu rouge, tu as des mecs un peu lourdeaux qui te reconnaissent dans la voiture d'à côté et qui accélèrent ah oui, ça pour faire la course avec toi? Ouais. Ça arrivait plein de fois, mais... Alors, il y a eu une période où je conduisais énormément, je faisais beaucoup de kilomètres. Par année, j'allais même sur les courses en voiture, par exemple. Ça, c'était au début de ma carrière. Et il y a eu des périodes où, oui, quand je finissais les Grands Prix, je me rendais même plus compte, en fait, de la vitesse où j'allais. Et c'est hyper grave, en fait, parce que j'ai roulé à 300 pendant tout le week-end. Je prenais ma voiture de route. J'avais l'impression de pouvoir ouvrir la porte et sortir, alors que, si tu veux, j'étais à 150 km/h, tu vois, au lieu de 110. C'est très mauvais, il faut pas faire ça. La route, c'est pas un circuit, il y a des dangers, il n'y a pas de commissaires qui vont dire là, il y a quelqu'un qui traverse, ou ici, il y a une plaque d'huile, ou ici, il y a une biche qui va traverser. Non, c'est risqué. Mais t'as 12 points? J'ai plus le permis français. Non, je réside ailleurs. Mais j'avais mes 11 points avant de le rendre. J'avais mes 11 points. Il y en a 12 normalement. Il y en a 12, ouais. J'en ai perdu un. Alors, gentil, je peux raconter. Dans une descente. Mais attends, on fait tous des. Dans une descente, j'avais une voiture à l'époque, donc ma voiture de fonction. Il va nous dire que le frein à main, qu'il était arrivé, non, le frein à main a lâché. Même pas. Donc j'ai relâché l'accélérateur, et en fait, sa voiture se mettait au poids mort pour du coup sauver de l'essence. Et en bas de la côte, je suis arrivé à 155, du coup, 130. Et je me rappelle les motos, donc démarrent, etc. Et je me fais arrêter. Ils te reconnaissent ou pas? Oui. Et le monsieur me dit une petite signature, hein, monsieur Ocon, en bas de la contravention. Bon, je dis bon, allez. Signature. Donc j'ai perdu un point. Ça va. Perdu un point, ouais. C'est pas. T'aurais pu te faire. On peut avoir, je crois, il y avait pas un pilote qui avait pas de permis de conduire? Alors, c'est très grave de perdre son permis en tant que pilote. Ah bon? On peut perdre sa licence, oui.
en fait. Je pense, hein. Parce Mais que de ce que j'ai entendu, je suis pas certain, mais de ce que j'ai entendu, c'est comme un boxeur qui tape dans la rue. Ah oui, ça, je crois que c'est compliqué. Ouais. Et je crois que Quartararo, si je dis pas de bêtises, a commencé, il n'avait pas le permis. Je veux pas Il dire vaut mieux de- pas l'avoir, du coup. Oui, Parce que si on le perd, vraiment, on perd pas sa carrière. Eh, eux, ils peuvent te sortir de la F1 si tu perds ton Bah, permis. c'est très grave, en fait, parce qu'on est tous ambassadeurs de la sécurité routière. Avec la FIA, il y a la Fédération internationale de l'automobile, il y a toute une campagne derrière la sécurité routière. Et non, on ne peut pas faire de bêtises comme ça. Donc, il vaut mieux aller sur circuit ou dans un environnement contrôlé ou fermer une route. L'alcool au volant, on n'en parle même pas. Non, je bois pas Tu de te fais toute façon. arrêter. Tu bois jamais? J'ai jamais bu. Non. C'est vrai? Non, jamais. Tu as une masse graisseuse qui est très basse. C'est-à-dire que tu te. J'adore tu comment t'en- tu arrives à switcher d'un truc à l'autre. Mais non, mais je te suis. Non, parce que l'alcool, ça rend gras. C'est Oui. pour ça que je pense à ça. C'est du sucre. On a Oui, fait c'est vrai, c'est vrai. on a eu des grands médecins qui sont venus ici qui Oui. expliquaient que, par exemple, le rosé, c'est du sucre. Hein. Oui, Tu pur. bois du rosé. Non, Ouais, c'est pour ça que je dis ça. pur. Si tu bois pas d'alcool, c'est aussi pour être, j'imagine, Ouais. très sec. Ouais, ça dépend des moments, mais à la fin de l'entraînement hivernal, donc c'est là où vraiment on prend de la masse et on développe en fait le physique. Et on a un capital santé qui est plus élevé que sur la fin de l'année, parce que avec tous les voyages, etc., on fatigue. Je suis à peu près à 4,5%, on va dire, de masse graisseuse. Donc, j'ai toujours eu un métabolisme très rapide, mais avec tout le cardio, avec le vélo dans le sauna, etc., ça brûle de la graisse, même si c'est pas que de l'eau. 4,5, c'est beaucoup moins que la moyenne. Je crois que la moyenne, c'est quoi? C'est 20? Non, je pense 15. que c'est 11. 11? Je ne dis pas de bêtises, mais je pense que c'est 11. Après, je suis pas sûr non plus. Et est-ce qu'il y a du dopage? Mais tu as dit que je te poserais la question. On avait demandé à Sébastien Chabal, parfois il y a des contrôles antidopage, des sportifs, etc. Est-ce que ça existe dans la F1? Ou est-ce que c'est plus au niveau des moteurs, qu'il y a des mecs qui trichent un peu, tu vois? Où est-ce qu'il y a parfois des... Alors, on est contrôlé, hein. Antidopage. Donc Tu fais pipi dans le pot au hasard aussi, comme les C'est ça. sportifs qu'on a reçus? Exactement. Donc, il y a plusieurs systèmes. Il y a eu un système, pendant 3 ans, j'ai été contrôlé, c'est-à-dire que je devais dire exactement où j'étais chaque journée de l'année. Et entre 6h et 8h du matin, il y a quelqu'un qui peut venir, toquer à la porte pour me contrôler. Ça, tu sais que vraiment, j'en ai parlé à plein de copains. C'est horrible. J'en ai parlé avec des sportifs et les gens ne connaissent pas ça. On ne connaît pas. Hein. Ouais. C'est une violation de vie privée, mais c'est Hyper contraignant. horrible. Et il paraît que c'est hyper gênant parce qu'il y a une personne que tu connais pas qui te regarde pour En voir train si tu d'uriner, mets pas un autre liquide à la Ouais, place. c'est ça. Et c'est encore à la dernière course, en fait. J'ai été contrôlé, du coup, le dimanche soir. Et je lui ai dit au gars, vous savez, moi, j'ai rien à me reprocher, mais après une course de 2 heures où je suis déshydraté, où j'en peux plus et qu'il faut prendre le vol pour rentrer parce que le lendemain, on a le débrief avec l'équipe, valait mieux venir samedi soir, quoi. Parce que samedi soir, la qualif, c'est plus court, etc. Et c'est pas faisable de faire ça dimanche soir. Mais bon, c'est comme ça, c'est la règle. Donc, Si tu le fais pas, je crois que tu peux te faire... Oui, donc j'ai dû me plier à faire ça. Donc j'ai dû boire tout de suite 1,5 litre d'eau, il etc. attend. Mais pendant 3 heures, j'ai pas pu aller aux toilettes parce que on fait que transpirer pendant la course. Donc même si on boit énormément, ça vient ça pas va dans tout de suite, ouais. ça va ailleurs. Ouais, et d'ailleurs, il m'a dit, oui, il faut que tu bois toute la soirée parce que tu es déshydraté. Je fais merci, oui, on a attendu 3 heures. Je crois que je savais. Mais ça arrive souvent, ça, un contrôle antidopage? ou Ouais. c'est- Ouais, cette année, au moins 4 fois. Hein. Au moins 4 fois déjà cette année. Mais oui, il faut faire très attention. Par exemple, un sirop pour la toux, c'est tout bête. Hein. Je prends un sirop pour la toux, je peux être contrôlé positif. Ah, waouh! Parce qu'il y a des petites choses. On va pas le faire pour gagner de la performance, mais c'est plutôt par un oubli ou par une malchance d'avoir pris le mauvais truc au mauvais moment. Donc oui, il y a des choses qui font réduire le rythme cardiaque, aider à avoir la vision plus claire pendant toute la course, la concentration, etc. Je suis pas un expert. Donc à mon avis, il y a quelqu'un d'autre que tu auras sur le plateau qui peut te dire. Non, je crois que c'était Florent Manodou qui nous avait parlé. Ouais. Je crois que c'est lui. Hein. Il avait fait un contrôle antidopage et je crois Ouais. que le lendemain, la personne a ressonné et 2e fois d'affilée. Et apparemment, c'est dingue. aléatoire. Et lui, il a eu 2 jours d'affilée. C'est ça, ouais, ça peut arriver. Il a rouvert la porte, Ça c'était peut la même arriver. personne. Ouais. Il a dit, vous avez oublié un truc? Il a dit, non, rebelote, quoi. Ouais. Toi, est-ce que tu as eu un truc marrant avec un contrôle un peu? Ouais, j'ai eu un truc. Une fois, j'étais à mon centre d'entraînement, il neigeait. Et le monsieur arrive, mais il y a 6h30 du matin, et c'était mon jour de récup. Donc je comptais faire une petite grasse mat, quoi, jusqu'à 10h, 10h30. Parce que je m'étais levé tous les jours. J'avais fait, pendant une semaine, on avait fait de l'entraînement tous les jours, toute la journée, sans repos.
Et le seul jour de repos que j'ai où je peux dormir plus, du coup, lui arrive à 6h30. Et il arrive, il me fait vous pouvez me faire un café? C'est vrai? Ouais. Je lui dis ok monsieur, mais si on peut le faire vite pour que je puisse aller dormir, ça serait cool. Mais ouais, le monsieur, forcément c'est son job. Lui il vient, il doit se lever tous les jours à cette heure-là, etc. Mais moi j'avais qu'une envie, c'était de le faire vite et d'aller dormir, quoi. J'ai vu que tu parlais assez rarement de ta vie privée, toi. Tu montres un petit peu maintenant sur les réseaux, mais tu en parles assez peu en interview, etc. Est-ce que y a une raison? Est-ce que tu veux rester discret? C'est quoi ton point de vue là-dessus? Il y en a qui montrent beaucoup, d'autres qui ne montrent pas du tout. C'est ce que j'essaie de faire un petit peu plus sur YouTube maintenant, montrer les choses que j'aime un petit peu plus en détail, qui sont un peu plus de ma vie privée. Mais j'ai jamais trouvé un grand intérêt, parce que je pense que j'ai aucune leçon à donner à personne. Je me trouvais pas forcément intéressant, à part à montrer, être pilote sur les circuits et de rouler la voiture. Je trouvais pas que j'avais forcément quelque chose qui pouvait attirer des personnes où les gens seraient intéressés sur un quelconque sujet. Je faisais les choses dans mon coin, et puis je me suis rendu compte avec le temps qu'il y a beaucoup de fans, beaucoup de mes supporters en fait, qui demandent à avoir un petit peu plus la vraie vie, comment c'est derrière, etc. Et c'est pour ça que du coup j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Tu es suivi par 2,8 millions, je crois, sur Insta, 2,8 millions de personnes qui te suivent tout le temps. Et là, après, on a plus d'empathie quand on connaît un peu la personne. Tu sais, quand on connaît un peu, ah tiens, oui, sa femme, je vois qui c'est. Ah tiens, il a eu un enfant. Ah tiens, il a un chien. Ah tiens, il a ci. Ah tiens, il a ça. C'est vrai quand on connaît un peu plus, parfois, les gens ont plus d'empathie pour. Peut-être, ouais. Je suis peut-être plus de la vieille école, en fait. De moins montrer. De moins montrer, peut-être d'être un peu moins réseaux sociaux, malgré tu montres ta chérie, par contre. Oui, bien sûr, bien sûr. On la voit. Je suis fier qu'elle soit là pour me soutenir. Elle a une vie qui est très chargée aussi de son côté. Elle comprend. Elle fait quoi, elle, dans la vie? Très dans la F1 ou... Elle est en études de médecine, donc voilà, en 5e année. Donc elle veut faire la chirurgie cervico-faciale plus tard. Donc c'est son objectif. Donc elle sait ce que c'est, les sacrifices, de travailler dur pour arriver à ce qu'elle veut. Et elle arrive à m'aider énormément surtout sur ma préparation, sur la logistique, surtout en plus de ma famille qui m'aide aussi. Et j'ai beaucoup de chance d'avoir quelqu'un qui comprend, parce que c'est pas facile. On est parti 24 week-ends par an. Et ça c'est juste les courses. Pour faire tenir la vie de couple. Mais il y a tout le reste. Il y a tout le reste autour. Tous les événements qu'il y a à faire. Aller travailler au simulateur, à l'usine avec l'équipe, les essais, toute la tournée médiatique qu'il y a aussi partout. Donc oui, c'est dur forcément d'avoir une vie de couple normale et saine. D'être équilibré. C'est ça, d'être équilibré. Mais j'ai trouvé quelqu'un qui me comprend et qui me soutient. Et puis avec l'argent, le succès, les tentations, t'as exposé. C'est pas forcément plus facile d'être dans une vie saine, rangée, etc. Oui, on n'attire pas forcément les personnes les plus saines avec tout ça, mais j'ai la chance, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être très bien entouré et d'avoir toujours le même groupe de personnes et le même groupe d'amis que j'avais avant tout ça. En fait, ça n'a jamais changé. Et je suis fier aussi de pouvoir leur faire vivre des emmener sur un bateau. Exactement. J'ai mon meilleur ami qui fait des combats de MMA, qui est quelqu'un de prometteur aussi, qui est venu avec moi sur le bateau, donc, qui a vécu des vacances de rêve comme moi. Donc c'est des choses qui font plaisir. Tu l'as rencontrée comment, ta femme? Tu l'as déjà expliqué ou pas? C'est dans le cadre de ton sport? C'est via des amis. D'ailleurs, quelqu'un que tu as reçu. Ah bon? Ragnar? Dorian Boccolacci. Dorian Boccolacci. Voilà. C'est via Dorian, qui est un ami aussi à nous, depuis toujours. Et en fait, la copine de Dorian connaît Flavie. Voilà. Ah, ok. Et c'est comme ça. De toute façon, c'est souvent soit par les copains, soit au travail. C'est ça. C'est les deux principaux, tu vois. Voilà. Est-ce que tu as déjà eu, on parle de... Il y a des très gros fans, on va parler de la série sur Netflix, il y a eu une série documentaire qui a été faite, et en fait on voit qu'il y a des gens qui sont très fans de F1, vraiment, qui suivent, il y en a même qui, ça on le voit pas forcément là, mais qui suivent chaque Grand Prix, qui prennent des billets, qui économisent pour suivre vraiment les pilotes, etc. Est-ce que tu as eu
parfois des fans qui vont trop loin. Tu sais, dans la vie privée, on a du mal à s'imaginer ce que c'est que d'être pilote de F1, qui arrive, qu'on te voit sur les circuits, il y a plein de gens... rien qu'au GP Explorer, Ouais. vous voyez les gens, C'était dingue, le Grand dingue. Explorer, d'ailleurs. Et on te voyait voilà, avec plein de gens face à toi. Est-ce que parfois, il y en a qui vont un peu trop loin? On a parfois des grands comédiens qui vivent des trucs, des gens dans leur jardin, qui montent avec des jumelles. Est-ce que tu as déjà eu des trucs comme ça? Oui, j'en ai eu quelques-uns. Je pense que la plupart des personnes sont hyper bienveillantes. Non, Ça, dans le monde du sport auto et tous les fans et supporters que j'ai, honnêtement, on partage la même passion. Et ça fait vraiment plaisir de voir tout ça. J'ai une commu qui est vraiment incroyable et c'est cool. Après, oui, j'ai vécu des choses plus compliquées, on va dire. Une fois, il y a un monsieur d'un certain âge, voilà, qui avait pris le taxi parce que pour lui, j'étais comme son fils. Alors que je lui avais signé un autographe une fois. Donc il est parti du sud de la France. Il a pris un taxi. Il est venu jusqu'à Évreux, voilà, où mes parents résident. Il a trouvé l'adresse déjà de où mes parents résident. Et il est arrivé devant l'interphone, il a sonné. C'était ma grand-mère qui était là parce que moi j'étais pas là et mes parents non plus. Et il dit à ma grand-mère, est-ce que je peux rentrer? Ma grand-mère forcément lui dit non. Et là le monsieur s'énerve et il dit oui, il y a mon fils qui va rentrer en parlant de moi. Et en fait il avait dépensé tout son argent du coup avec le taxi et il avait nulle part vraiment où repartir. Mais sauf que on ne connaissait pas le monsieur et c'était compliqué, quoi. C'était une situation compliquée. Et donc le monsieur a réussi à repartir, etc. Mais ça fait un peu peur, quoi. Quelqu'un qui trouve son adresse comme ça. Il y avait ma grand-mère, nous on n'était pas là. Le monsieur il a plus d'argent, mais on va pas le faire dormir chez nous. Oui, parce que là c'est peut-être de la psychiatrie parfois. Il y a tu vois, il te dit c'est ton fils. Parfois il y a des gens, ça peut être. Je pense que c'était un peu plus quelque chose comme ça. Où il y avait une autre fois aussi, c'était assez drôle. Un fan du coup dans la rue qui vient me voir et qui me dit toi je t'aime pas. Je dis ah bon, pourquoi? Il me fait je t'aime pas, avec voilà ce que tu dégages sur les réseaux et tout, j'aime pas du tout. Et en fait, on a discuté pendant 10 minutes sur le trottoir. Ah mais il était sérieux? Ouais. Ah je croyais qu'il était non, vraiment. On a discuté de plein de choses, de plein de situations. Il m'a expliqué pourquoi voilà, il pensait que j'étais pas un gars sympa, etc. Et à la fin, en fait, de la discussion, il me dit tu vois, j'ai changé mon opinion. En fait, je t'aime bien. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, en fait. Hyper honnête, surtout. Ouais. Toi, je t'aime pas. Ah bah si, je t'aime bien. Mais c'est hyper intéressant, en fait, c'est que on peut dégager quelque chose sur les réseaux sociaux, l'image, etc. Est-ce que les médias peuvent dire de nous? Et au final, quand on connaît la personne, c'est autre chose. Et c'est triste. J'étais assez touché au début qu'il me dit « je t'aime pas » parce que je me trouve pas comme une mauvaise personne. Voilà, j'ai fait de mal à personne, j'essaie d'aider. T'es pas un homme politique en plus qui parfois peut prendre des décisions qui peuvent énerver, tu croises dans la rue. Non, c'est ça. Pas polarisant. Non, et puis qui m'ait dit qu'il m'aimait pas alors qu'il me connaissait pas, ça m'a un peu touché. Donc je suis resté 10 minutes avec lui, on a discuté, et puis il m'a dit ça à la fin, donc j'étais content. Et on parlait, pour terminer, il y a eu une série de documentaires sur Netflix où ils vous suivent, en fait, où on a l'impression de vivre de l'intérieur, finalement, une saison de F1, où tu me disais, tiens, j'ai l'impression que c'est pas vraiment moi, parfois. Ouais. T'as ce sentiment où c'est pas du tout la personne qu'on connaît quand on te connaît un petit peu? C'est ça, ouais. En fait, il y a eu beaucoup de saisons sur Netflix, et je pense que la première saison a été assez vraie sur beaucoup de choses, et ensuite ça a été très romancé, très scénarisé à la Hollywood, forcément, pour que les gens continuent à suivre et qu'il y ait une histoire. Et qu'il y ait de l'enjeu. Qu'il y ait de l'enjeu, voilà. Que ce soit un peu plus piquant, on va dire, pour que les gens restent accrochés. Et c'est compréhensible sur autant de saisons, mais il y a des fois où, oui, je me dis, ça me ressemble pas. Voilà, il y a des moments où c'est pas forcément moi, j'aurais pas aimé, voilà, qui est cette phrase couplée avec cette phrase, couplée ensemble pour me faire dire quelque chose. Tu peux complètement changer le sens. J'ai fait une émission de télé et il n'y a pas longtemps,
à l'époque. Et je me rappelle, Les Traîtres s'appelle sur M6. Très drôle à vivre. Et en fait, je me rappelle des moments, on dirait que je joue hyper mal parce que je regarde comme ça, alors qu'en fait, c'est un moment qui est pris d'un autre moment. Enfin bref. Ouais. Où je regarde autre chose, ou s'il y a une engueulade, je regarde ce qu'ils nous font faire aussi. En fait, au début, on s'assoit, ils nous disent 15 secondes où on va rien dire. Et donc, forcément, y en a qui font comme ça, hop, qui regardent en bas, tout. Ouais. Et là, ils vont mettre une musique triste où t'as l'impression d'être dépité après une course, mais c'est juste t'attends. En fait, que du coup, le moment se passe. Parce que tu crois qu'ils sont en train de calibrer les micros ou quoi, mais non. C'est scénarisé, c'est très malin. Très malin. Exceptionnel. Donc, non, je pense que ça nous a mis beaucoup de lumière. Et sur Netflix, c'est une chance énorme d'être sur Netflix. Bien sûr. C'est un truc de fou. Mais voilà, les saisons sont passées, il y a des choses qui étaient moins correctes. De toute façon, c'est avec les années après que les gens te connaissent petit à petit, quoi. Oui, c'est ça. J'espère en tout cas de pouvoir véhiculer plus de comment je suis réellement. Et c'est aussi difficile en tant que pilote, avec la pression qu'on a, avec les équipes. On ne peut pas être à 100% soi-même. Et c'est pour ça que je veux plus montrer, montrer le côté familial, ce qu'on fait vraiment, comment on est passionné des choses qu'on fait. Et mon entourage aussi, je pense qu'il y a beaucoup d'histoires cool à raconter. Et ça me plaît. Voilà, dans la dynamique qu'on a en ce moment, elle me plaît. J'ai une équipe aussi qui est très motivée avec As aussi, qui se construit énormément. On a une équipe qui grandit de mois en mois. Ça va devenir une grande équipe par la suite. On va tester la machine à réflexe dans 2 minutes. C'est chaud. Pour s'entraîner. Tu m'as dit passe en premier, je vais montrer après. Non, je veux pas. Non, mais parce qu'il y a des astuces que tu veux montrer. Ouais, je peux t'expliquer 2-3 trucs. Ouais. Mais d'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, grande chance encore d'avoir une machine comme ça, parce que ça n'existe plus. Tu as trouvé une vraie machine, vous allez voir. Attends, juste avant, j'avais noté, est-ce qu'un jour tu as reçu un DM, un message privé, qui t'a surpris de quelqu'un que tu suivais quand tu étais plus jeune, ou je sais pas, d'un chanteur américain, je sais pas qui te suit. Est-ce que tu as été surpris un jour positivement par un message qui t'a fait plaisir? Plein de personnes. Honnêtement, je saurais pas te citer une personne. Allez, je dois citer quelqu'un, Usain Bolt. Voilà, je l'ai rencontré sur un Grand Prix. On a échangé pendant une dizaine de minutes. Et c'est quelqu'un, pour moi, c'était un de mes idoles. Clairement, du sport, quand j'étais plus jeune, je me blessais beaucoup à l'entraînement. Comme je te disais tout à l'heure, c'est un entraînement qui n'est pas facile à avoir. Et lui aussi se blessait beaucoup. On a pu échanger sur ça. Et c'était des choses qui n'ont pas de prix. Mais je loupe tellement de messages en fait, de personnes incroyables. J'essaie au maximum de suivre. Mais c'est... Des fois, par exemple, à Monza encore, il y a Michel Larocque, qui est une grande amie de notre famille, qui m'a fait déjà tourner dans un film aussi, la comédienne. T'as tourné dans quel film? Lune de miel avec ma mère, il s'appelle, avec Michel Larocque. Donc c'est un film qui était sur Netflix et elle m'a donné la chance du coup de tourner dans le film. Et alors? C'est dur. Dingue. C'est dur, ouais. C'est très très dur, mais en plus je suis qu'1 minute, donc j'imagine pas de faire le film complet. Mais elle arrive l'autre jour avec Tony Estanguet et Laurence Ferrari pour me voir dans le motorhome de As. Et Laurence Ferrari, je la vois au JT. Elle arrive pour me voir. Oui, c'est des noms de gens connus. C'est dingue. Et Tony Estanguet, forcément, on le connaît tous pour tout ce qu'il a accompli dans sa carrière. Et je suis toujours surpris comme un gamin, quoi. Ouais, t'as toujours les yeux de j'ai presque 14 ans. C'est ça. J'ai presque envie de leur dire, mais pourquoi vous venez me voir? Du coup, mais c'est hyper cool, quoi. Incroyable. Et donc, tu as vu qui de plus incroyable? Usain Bolt, et c'était qui? Je croyais que tu m'avais dit. J'ai rencontré énormément de personnes. Tu as vu tout le monde maintenant. Incroyable. Je pense que Ryan Reynolds, par exemple, ça va être une personne incroyable. Je suis un grand fan de Marvel aussi, depuis toujours. Brad Pitt dans le film F1, tu le vois du coup? Brad Pitt, on l'a vu sur. C'était même plus étonnant tous les grands prix. Tu l'as vu 2 ans. Il était avec nous en fait. Il était dans les garages. Non, c'était fou, ouais. C'était fou et il y a beaucoup de personnalités incroyables, honnêtement. C'est marrant de voir autant de gens. Et j'ai vu que tu étais, je ne sais pas si on dit égérie, ami de la marque, ou comment, de Kylian Paris. Ouais. On a reçu Kylian Hennessy, qui a créé une marque de parfum qui s'appelle Kylian Paris, qui est hyper bon. Je l'ai, moi, pour le coup, même sur moi, j'ai toujours dans mon bureau et tout, exceptionnel. Kylian, c'est vraiment un super personnage. Il a dû te raconter des anecdotes. Il faut que je regarde l'épisode d'ailleurs. Ah, tu l'as pas vu celui-là? Non, je ne l'ai pas vu celui-là, mais il faut que je le regarde absolument.
Il est très fort aussi. Et ça ne m'étonne pas qu'il t'ait choisi. Tu as plusieurs sponsors aujourd'hui en tant que pilote de F1. Il y a des marques sur la voiture, bon d'accord. Est-ce que tu as des marques dans la vie aussi qui te sponsorisent? Ouais, j'ai des marques dans la vie. Donc il y a deux choses différentes. Il y a les sponsors équipe et il y a aussi les sponsors perso. C'est-à-dire que nous, on a des emplacements personnels sur le casque, sur la casquette, sur la combinaison, qui sont assez limités et vus avec l'équipe avant de signer le contrat. Mais oui, j'ai la chance d'avoir pas mal de sponsors et des personnes avec qui j'apprécie travailler depuis pas mal de temps et des nouveaux aussi qui arrivent. Donc ouais, très cool. T'as une marque de montre aussi, je crois? Ouais, bien sûr. Bah, là, j'ai la marque Bianchet, du coup, qui est une montre, une boîte d'horlogerie de Suisse. Ouais, exactement. Et donc, c'est mon sponsor depuis le début de l'année. Voilà, donc je porte leur montre sur tous les grands prix. Et c'est une très belle boîte familiale. Donc cette année, je travaille avec eux. Avant de faire rentrer la machine à réflexe, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là? On est vu il y a quelques années, maintenant t'es 13e aujourd'hui, ça marche bien. Il ne faut pas en parler ça, Guillaume. Il ne faut pas en parler, ça me donne des sueurs froides. 13e, catastrophe. Mais non, il me faut... Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter vraiment? Une progression, je pense, avec cette équipe As. Je suis très bien entouré, il faut juste qu'on arrive à faire progresser cette voiture. On va avoir des améliorations sur la fin de saison. C'est une année qui est très serrée parce que c'est la dernière année de l'homologation de ces voitures. L'année prochaine, c'est page blanche et on repart de zéro. On devrait avoir des voitures qui frôlent les 400 km/h l'année prochaine. Donc ça va être un truc de dingue, mais espérons qu'on ait une voiture pour se battre aux avant-postes parce que les cartes sont redistribuées, donc pourquoi pas. Et j'espère accomplir de belles choses avec cette équipe. Et souhaitez-moi beaucoup de victoires et de podiums pour la suite. Tu veux être champion du monde, tu veux être numéro 1? Ouais. Je pense qu'à ça. Je me lève le matin, je vais m'entraîner avec la hargne parce que je sais que je veux être plus fort dans la voiture. Je vais au simulateur m'entraîner chaque semaine avec l'équipe, la motivation, parce que je sais que un dixième, ça peut faire la différence sur tout le week-end. Ouais, je veux gagner, plus que tout. J'ai travaillé toute ma vie, mes parents ont sacrifié toute leur vie. Pour en arriver là, maintenant, c'est à moi de gérer tout le reste. On va faire rentrer une machine à réflexe. Ouais. Est-ce que tu t'entraînes avec ce genre de machine? Oui. Ah oui? Batak, en fait, c'est une des premières machines de réaction. Ça s'appelle Batak, Batak, B-A-T-A-K, Batak Pro, ce qui est marqué sur la exactement, donc c'est un Batak, donc c'est une machine de coordination et de réflexe. Donc il y a plusieurs programmes. Il y a le programme de 30 secondes, de 60 secondes, il y a le programme opposé aussi, qui est très difficile. On fera essayer plus tard sur une autre vidéo. Mais ça, c'était une des premières machines, donc mon centre d'entraînement qui est 3-2-1 Perform. Du coup, on commençait avec ça et quelques cônes. Et maintenant, ils ont un centre complet avec des machines de dingue. Ça fait plus de 10 ans que je travaille avec eux, mais il y a toujours une relique qui est toujours ici en train d'être bricolée parce qu'ils ne trouvent plus de pièces. Donc si la personne là veut lui vendre, je pense qu'il te l'achète direct. J'ai l'impression que tu l'as regardé avec des grands yeux. Ah oui, franchement, oui. On va voir une très grande différence entre toi et moi. C'est-à-dire qu'un pilote de F1 s'entraîne tellement que... Tu seras très bon. Non mais... On va imaginer que je suis moyen, d'accord, peu importe, mais est-ce qu'entre une personne moyenne et un pilote de F1, il y a une énorme différence du coup de rapidité sur ce genre de machine? Il y a des personnes qui ont une réactivité innée. Tu vois, ça dépend de quel sport tu fais. Tu vois, si tu fais beaucoup de paddle ou de tennis, tu vas avoir une grosse réactivité, une bonne lecture de balle, une bonne coordination, tout ça. Ça aide. Après, c'est sûr que cette machine-là, je la connais très bien. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais si tu approches les 90-100 et que tu n'en as pas fait beaucoup... C'est-à-dire quoi, les 90-100? C'est 90 touches sur 60 secondes. Si tu approches à ça... C'est déjà un score de dingue. Ça veut dire que si tu t'entraînes, tu serais meilleur que moi. D'accord. Bon, c'est pas gagné. Je vais rentrer la machine. Ouais. Je m'attache les cheveux. Allez. Parce que je pense qu'il faut pas que ça soit emmerdant. Non, il faut pas qu'il te vienne dans les yeux. Je vais mettre un chouchou, un élastique. On fait rentrer la machine, c'est parti. Excellent. Ça y est, on vient de faire rentrer la machine. Donc c'est une Batak Pro. Ouais. Tu m'as dit que tu connaissais très bien cette machine. Bien sûr. Je m'entraîne toujours avec, d'ailleurs, au centre à 3-2-1 Perform. C'est la machine de référence, on va dire, de réactivité, coordination et tout. Donc, depuis tout jeune, je la connais très bien, cette machine. Donc là, il faut faire combien? Il y a des scores qui vont apparaître. Ouais. Tu veux que je le fasse avant ou après? C'est toi qui me dis, c'est pour montrer la différence d'un gars qui a vraiment des réflexes. Non, mais ça se trouve, tu vas être très bon, c'est ce qu'on a dit. Et j'ai vu déjà, parce que tu as essayé un petit peu, tu as voulu t'entraîner avant, j'ai vu qu'au milieu, déjà, tu étais hyper rapide. En fait... Donc, en fait, c'est 60 secondes. Et en 60 secondes, tu dois faire le plus de touches possible.
C'est simple. D'accord. Donc dès qu'il y en a un qui s'allume, t'appuies sur le truc. C'est tout simple. Ouais. Juste un truc qui ne nous aide pas, faut le savoir quand même sur le plateau, et il fera des scores peut-être moins élevés que d'habitude, parce que il y a les lumières et les néons qui sont pile poil dans l'axe quand on est face à la machine. Du coup, on peut avoir du mal à discerner. Il me donne les excuses avant. Non. Tout de suite. Il est Non, mais gentil. c'est peut-être mieux de se mettre dans le noir. Oui, en vrai, dans le noir, tu vas beaucoup plus vite. Alors, évidemment, je pense on peut que pas filmer, tu mais- gagnes 15-20 touches, facile. Merci à la société Des Idées qui ont été adorables, qui nous l'ont prêté la machine, et on les en remercie. Il était très sympa le monsieur. Il les loue pour des événements et parfois des centres sportifs aussi, même dans parfois d'autres sports que la F1. C'est utilisé par plein de gens, des sûr. professionnels pour accélérer, Ouais. pour améliorer. Toi, tu fais des scores extrêmement élevés sur cette machine, tu m'as dit, et surtout tu fais un truc de fou, c'est que nous on appuie sur les boutons quand ça s'allume, mais il y a des modes encore plus durs où tu peux appuyer sur le bouton en face de celui qui s'allume. L'opposé, ouais. Et en même temps, tu comptes de 100 à 0. Ouais, en fait, c'est le coach qui nous donne plein d'exercices comme ça à faire. Et quand c'est ça, c'est trop facile. En plus, il y a des codes couleurs qu'il met par terre. Et en fonction de certains chiffres qu'il nous donne, on doit appuyer sur une couleur au sol en plus de compter et de faire ça. De tout ça. Ouais. Pour essayer de répliquer en fait ce qu'on doit faire avec le volant pendant qu'on roule. Plus écouter l'ingénieur, etc. Incroyable. Ok, faut que ça aille vite, quoi. Il faut que ça aille, ouais, faut que Faut que le cerveau marche vite. ça carbure. Je commence. C'est une bonne phrase de. Ouais. Tu veux que je commence? du coup, t'es Vas-y, sûr ouais, commence, ouais. J'aurais bien aimé te voir avant, mais parce qu'il va nous montrer les positions après, du coup. Alors, face à la machine, Ouais, tu m'as face à donné la machine. un conseil Oui, tout à l'heure. oui. Les jambes proches, le buste un peu plus loin, parce que comme ça, tu as ton champ de vision qui s'agrandit. Faut voir Voilà. si j'arrive à toucher, en fait. Et le avec, moins tu bouges le corps, le moins tu seras fatigué aussi. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois fixe et qu'après, tu aies accès à tout. Ok. Tu vois, c'est ça le mieux. Ça, vraiment, on va être très très beau gosse de face, je pense. Ouais, on va ressembler à rien. Ouais. J'appuie sur quoi pour le démarrer? Le E pour démarrer. Ok, donc là, tant que je Tant que sais t'as pas je appuyé sur m'arrête le E. quand est-ce que je m'arrêterai Quand il là n'y a plus de touche. Ah, ça s'arrêtera. Ouais. Ok. Bon, c'est parti. Allez, 3, 2, 1. Ça va partir. Oh putain, N'oublie pas le regard au milieu. Je te la ramasse, Le regard au je te la milieu. ramasse. Tourne pas la tête. Tourne pas la tête. Essayez de les choper sans tourner la tête. Oh là là, putain, je suis catastrophique. C'est chaud. Putain, merde. Ça enlève un point quand je me trompe de touche ou Non, pas non. T'es bon. Allez, t'es un peu plus de la moitié. Allez, respire Et bien. le score n'est pas extraordinaire. On va pas se mentir. Allez, lâche pas. Ah ouais, ok. Essaie de garder le regard au milieu. Attends, oh là. Arrête, j'en mets pas une dedans. J'en mets pas une dedans. Hein, c'est fini? C'est fini. Ah, 53, j'ai fait mieux tout à l'heure. Au j'ai fait début, tu 56. suivais, t'en faisais un par seconde, t'as perdu un peu à la fin. J'ai perdu un peu à la fin, mais Ouais. en fait, je resserrais dans le noir tout à Oui, l'heure. je pense. Je pour pense que voir. tu gagnes au moins 20 touches. Et pareil, t'as pas bien respiré parce que là, je te sens un peu. Non, mais parce qu'en Voilà. plus, ça me faisait j'étais vraiment nul, j'en mets pas une dedans. Toi, tu vas faire combien, là, à peu près? Je sais pas. Mon meilleur score dans le noir, en étant échauffé avec les bonnes conditions et tout, c'est 138. Donc... non, Ok. je pense que si je fais au-dessus de 100, là, ça sera pas mal. Au-dessus de 100, tu crois? Ouais, si Incroyable. j'y arrive, ça sera pas mal. Incroyable, 2 fois plus rapide, du coup. J'espère, on va voir. Eh ben, écoute, c'est parti, vas-y, si tu veux. Ça y est, c'est chaud. Non, je suis pas chaud du tout. Eh, vraiment, on dirait Jackie à la fête foraine avant la machine à coups de poing. Il fait... Je te jure. Tu veux que je fasse quoi? Vas-y, fais. Il a raison, c'est vraiment Jackie la machine à coups de poing avant de partir.
98. Oh là là, c'est bien. Attends. Je t'avais dit que si je faisais plus de 100, c'était donc c'est moyen. Cette position-là, on voit tout de suite le gars qui a l'habitude. T'étais vraiment face à un mur, comme une araignée en fait. Et en fait, tu sais ce qui est très difficile, c'est que quand t'es celui d'en haut, du coup, t'as le projecteur dedans et tu vois pas la lumière. Et puis en plus, t'as les reflets de la glace. Ouais. Alors, c'est pas, t'as vu, on cherche pas d'excuses, mais Non, t'as le reflet de la lumière du projo en l'air qui tape ici un peu partout. Donc du coup, t'as du mal à définir. C'est très dur, très dur. 98 quand même. Bon, je vais pas vous cacher que la machine est là. Je vais en faire un petit quart d'heure après l'émission pour essayer d'améliorer mon score, mon piètre score à 53. Je vous mettrai quand même l'image après le générique si jamais on arrive à faire mieux. Ouais. Merci en tout cas d'être venu. Bah, merci à toi. C'était un plaisir de t'avoir. C'était un plaisir. C'est bien amusé et puis content d'avoir pu discuter un peu, tu vois, un peu plus longtemps en étant posé, puis de comprendre aussi ta vie, l'évolution et de ce que tu as la chance de vivre. Et félicitations pour tout ça. Merci d'avoir pris le temps de discuter un petit peu plus en détail aussi. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, donc. Je sais que c'est pas un exercice que tu affectionnes forcément, en plus, pareil, non, de ta vie. Avec toi, c'est cool. Voilà, j'étais très content de le faire avec toi. Et bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. Et le meilleur pour toi. Et j'espère qu'on se reverra et qu'on aura l'occasion de refaire l'émission. Avec grand plaisir. Les autres années, dès que tu veux, tu es bienvenu ici en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Merci à toute l'équipe d'avoir suivi l'émission, d'avoir été si nombreux à nous suivre et à vous abonner chaque mois sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup à tous aussi de nous suivre en podcast audio si vous êtes sur la route ou en faisant du sport. Je vous embrasse fort de toute façon. Puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et puis après le générique, c'est possible qu'il y ait un autre score qui s'affiche pour ma part sur la machine. Je vous embrasse. Ciao tout le monde. Merci.